Bonjour à tous, merci d'être présents pour cet après-midi de suite de colloque. Avant de laisser Aurore introduire la deuxième table ronde, je voulais laisser la parole à nos partenaires, l'ANAGE IHEDN, pour une rapide présentation de leurs activités. Bonjour et merci. Je vais prendre 1 minute 30 chrono en main au max. Donc ANAGE IHEDN. Vous irez voir dehors ce que ça veut dire, je ne vais pas vous embêter avec autant de mots. C'est la première association française de jeunes sur les problématiques de défense et de sécurité. Jeunes, c'est 18-35 ans, c'est assez large. Hein. Voilà. Et on ne met pas les gens dehors à 35 ans. Elle regroupe principalement, mais pas uniquement, et c'est à ce titre que ça peut peut-être intéresser certains d'entre vous, les auditeurs des sessions jeunes de l'IHEDN, c'est-à-dire séminaires jeunes, master de géopolitique et défense et grandes écoles, s'il y en a d'entre vous qui viennent pas de l'endroit. En tout cas, pour ceux des masters type SID, c'est les masters géopolitique et défense qui peuvent vous intéresser. J'ai laissé sur la table à laquelle l'accueil se faisait à l'extérieur un flyer sur les séminaires jeunes de l'IHEDN et un flyer sur l'ANAGE IHEDN. Vous avez toutes les infos aussi sur Internet, tout aussi complètes, et je suis là jusqu'à la fin de la journée, donc n'hésitez pas à venir me poser des questions si vous en avez. Merci beaucoup. Merci beaucoup. À toi la parole, Aurore. Merci Arthur. D'abord, merci à tous d'être là cet après-midi. Bonjour à ceux qui viennent d'arriver. Donc désormais, nous allons aborder la question du territoire national, le territoire national comme un nouvel espace de bataille. Dans le livre blanc de 2013, la protection du territoire national et des ressortissants français apparaissait comme la priorité stratégique numéro 1. Et face à l'insécurité croissante sur le territoire national durant ces dernières années, que cette insécurité soit ressentie ou qu'elle soit de l'ordre du réel, il apparaît nécessaire que ce territoire soit analysé comme un nouvel espace de bataille. Qu'il s'agisse donc de la montée du terrorisme et des attentats, qu'il s'agisse de l'état d'urgence ou même des entreprises, des actions entreprises pour la sécurité de ce territoire comme le plan Vigipirate, il nous est apparu qu'une réflexion était nécessaire pour aborder la protection de ce territoire. Pour cela, pour discuter de ce thème, nous avons 4 intervenants que je vais tout de suite vous présenter, en commençant par le général Bertrand de Reboul qui se trouve à ma gauche. Mon général, après de nombreuses missions sur le continent africain, vous avez notamment été chef de mission Afrique subsaharienne de la direction de la coopération de sécurité et de défense du ministre des Affaires étrangères de 2013 à 2016. Vous êtes aujourd'hui, depuis août 2016, le général adjoint à l'Office général de zone de défense et de sécurité sud-est et commandant de la zone terre sud-est. Et depuis le 1er septembre de la même année, vous êtes général de brigade. Je vous remercie d'être là aujourd'hui. Avec nous, nous avons également le colonel des sapeurs-pompiers Stéphane Sadak, qui se trouve également à ma gauche, qui est donc sapeur-pompier et non pas gendarme, comme notre programme l'indique malencontreusement. Le colonel a commencé sa carrière parmi les jeunes sapeurs-pompiers de Vienne, dans l'Isère, et a exercé dans différentes régions et à différents postes avant d'être finalement nommé chef de l'état-major interministériel de la zone de défense et sécurité sud-est. Et vous êtes donc au grade de général et également détenteur du titre de chevalier de l'ordre. À ma droite, désormais, je vous présente le général de gendarmerie Thierry Caher. Vous êtes diplômé de Saint-Cyr, de l'Institut des hautes études de sécurité et du Centre des hautes études du ministère de l'Intérieur. Vous avez pendant de nombreuses années été à la direction générale de la gendarmerie nationale. Et depuis août 2016, vous êtes commandant en second de la gendarmerie en région Rhône-Alpes-Auvergne. Et finalement, last but not least, nous avons le général de brigade François Chauvency, également à ma droite. Vous êtes expert des questions de doctrine et avez contribué à la rédaction de nombreuses d'entre elles, concernant l'emploi des forces dans les guerres irrégulières notamment. Vous avez été représentant national auprès de l'OTAN pour les opérations d'information,
les opérations militaires d'influence et la communication stratégique. Et vous êtes aujourd'hui chargé d'enseignement, notamment à l'université Panthéon-Sorbonne et à l'Institut catholique de Paris, sur des questions de guerre contre le djihadisme et la propagande. Sans plus tarder, je vais laisser la parole au général de Reboul pour une première intervention sur l'engagement des forces armées sur le territoire national. Je vous remercie. Merci beaucoup. Merci de cette invitation à ce colloque. Très belle initiative. La table ronde de ce matin était remarquable par ses intervenants et puis par son organisation. Donc, j'espère qu'on fera aussi bien. Le challenge est important. Alors la question, théâtre national, nouvel espace de bataille, point d'interrogation. Je pourrais largement ne pas utiliser mes 20 minutes pour dire, espace de bataille, oui. Depuis janvier 2015, tout le monde sait que oui, c'est un espace de bataille. Et puis, est-ce que c'est un nouvel espace de bataille? Réponse non. J'ai terminé, je donne la parole à mon voisin de gauche. Bon. Mais avant de parler de bataille ou d'espace de bataille, il faut parler d'ennemis. Alors ce matin, l'ennemi a été évoqué de façon d'ailleurs assez brillante, brillantissime même, par celui qui était à ma place là. Je résumerai ça en deux cas. Bon, il y a le cas flagrant qui nous concerne au premier chef aujourd'hui, c'est l'expansion du terrorisme islamiste radical. Dans un langage très militaire, on dirait ça, c'est l'ennemi immédiat. Et puis il y a le deuxième cas qui a également été évoqué ce matin, c'est le retour des États-puissances, qui nécessite beaucoup de préparation, beaucoup de vigilance. Et ça, je dirais, c'est dans le langage militaire, c'est l'ennemi ultérieur. Mais l'ennemi ultérieur, il faut s'y préparer dès maintenant, sinon c'est sûr, on ne sera pas prêt. Aujourd'hui, pour le territoire national, c'est plutôt le premier cas qui nous concerne. Le deuxième n'est pas encore à notre porte, heureusement. Mais pour combattre efficacement cet ennemi, puisque l'engagement des forces armées, c'est pour combattre un ennemi, il faut analyser cet ennemi et comprendre que l'ennemi d'aujourd'hui, l'ennemi du théâtre national d'aujourd'hui, il agit dans tous les champs. Je veux dire par là, il agit dans les champs matériels et peut-être surtout dans les champs immatériels. Il agit dans le domaine religieux, il agit dans le domaine social, il agit dans le domaine culturel, économique, mais aussi militaire. Mais il faut vraiment comprendre que ce n'est pas uniquement le domaine militaire qui est en jeu, et donc pas uniquement l'affaire du ministère de la Défense ou du ministère de l'Intérieur, puisqu'on parle du théâtre national, et c'est le ministère qui est évidemment leader incontesté sur ce champ de bataille. Autre constat, le terrorisme sur notre territoire, ce n'est pas du tout un phénomène nouveau. Si on s'en remontait trop loin dans le temps, peut-être que je vais remonter jusqu'aux années de vos naissances. Si je prends des années 1980 à 2002, il y a eu 24 attentats en France. Près de 900 victimes. Donc, vous voyez, c'est pas nouveau. À l'époque, ce n'était pas Daesh ou ses amis, mais c'était plutôt GIA ou Al-Qaïda, des groupuscules comme celle-là. Alors, il y a déjà depuis longtemps des plans qui visent à structurer la sécurité du territoire national. On va dire depuis à peu près 1978. Et les forces armées, elles, sont engagées dans le plan Vigipirate depuis 1995. Voilà. Tout ça pour vous dire que ce n'est pas nouveau. Cependant, il y a quand même quelque chose qui a changé la donne, c'est le niveau d'engagement des forces terrestres, des forces armées plus exactement. Je dis les forces terrestres parce que ça correspond à peu près 90-95% de l'engagement des forces armées sur le territoire national pour la partie domaine terrestre. Donc depuis les attentats de 2015, eh bien, le niveau d'engagement est vraiment devenu très important. Pour vous rappeler quelques chiffres, janvier 2015, avant les attentats, Vigipirate, sur la totalité de l'Hexagone, ça comportait 750 soldats.
quelques jours après les attentats, 10 000. Voilà. En moins d'une semaine, c'est passé de 750 à 10 000. Et c'est ça la nouveauté. Voilà. Un tel engagement des forces armées sur le territoire national, ça, c'est quelque chose de nouveau. Alors cette mission, elle est totalement légitime et elle s'est imposée naturellement aux forces armées. D'abord, ça a été la volonté du président de la République, chef des armées, comme ça a été expliqué ce matin. La chaîne opérationnelle des armées vous a été expliquée ce matin. Et puis, ces attentats, ils ont prouvé, s'il y avait encore besoin, que chaque Français, chacun d'entre vous, chacun d'entre nous, est aujourd'hui une cible potentielle de cet ennemi. Et donc, on a vu naturellement l'intérêt croissant de l'emploi des forces armées qui est apparu de plus en plus sur les médias, dans les journaux, dans les débats parlementaires, enfin sur toutes les tribunes possibles et imaginables. Alors ce qui se voit aujourd'hui vraiment beaucoup, c'est l'opération Sentinelle. Tout le monde a entendu parler de l'opération Sentinelle, je vous ai dit, 10 000 personnes, 7 000 déployés en permanence et 3 000 en alerte dans leur garnison. Ça, c'est ce qui est visible. C'est ce qui est fait, c'est le quotidien de l'armée de terre aujourd'hui, puisque je vous l'ai dit, à peu près 90-95% des forces déployées dans Sentinelle sont des forces terrestres. Mais il n'y a pas que ça. Le déploiement sur le territoire national, c'est aussi en permanence 1500 marins et 1000 aviateurs qui assurent la sécurité aérienne et maritime de notre territoire. On a tendance à l'oublier. Mais ça aussi, c'est permanent. Et avec une organisation particulière où ces gens-là sont directement sous l'autorité du Premier ministre. Et puis, il y a ce qui se voit encore moins, mais qui a été aussi évoqué ce matin. C'est un domaine émergent, le cyberespace, et puis l'espace tout court. Voilà. Dans ces deux domaines, les forces armées ont leur rôle à jouer à l'extérieur et sur le territoire national. Alors, je ne parlerai pas beaucoup de cyberdéfense, d'abord parce que je ne suis pas spécialiste, et puis c'est un domaine qui est quand même encore un peu confidentiel, mais il est en très forte montée en puissance dans les forces armées, mais pas que. Vous avez sans doute vu au mois de janvier dernier l'inauguration du pôle d'excellence cyber en Bretagne par le ministre de la Défense, et puis vous avez sans doute vu aussi dans les journaux l'annonce de la création du commandement cyberdéfense sous l'autorité du chef d'état-major des armées en ce début d'année. Alors, cet emploi des forces terrestres sur le territoire national, majeur, en fait, il a été perdu de vue. Il a été perdu de vue, pourquoi ? Parce que pendant plusieurs décennies, les armées françaises se sont un petit peu transformées en corps expéditionnaires exclusivement. On était en projection extérieure en permanence. Mais en réalité, la première raison d'être des armées, c'est bien la protection du territoire. Et c'est en ce sens que cette mission est complètement légitime. Et en plus, deuxième raison pour légitimer cet engagement, c'est que la menace s'est terriblement militarisée. D'ailleurs, et je pense que ce sera abordé tout à l'heure par l'officier de gendarmerie qui est à côté de moi, les forces de sécurité intérieure se sont transformées pour faire face à cette militarisation de la menace. Aujourd'hui, il y a à peu près 75% des Français qui estiment que cet engagement des forces armées, il est légitime et nécessaire. Alors les armées, dans cette affaire, elles souhaitent jouer leur rôle, tout leur rôle, mais uniquement leur rôle. Alors d'abord, ce qui est sûr et certain, c'est que les forces armées sont complètement respectueuses de la primauté du civil dans cette affaire. C'est bien le ministère des Affaires étrangères qui est leader. Les armées souhaitent pouvoir apporter leur concours. On utilise de plus en plus chez nous le terme de force concurrente pour appuyer les forces de sécurité intérieure, que sont la police et la gendarmerie, pour lesquelles c'est la mission première. Les forces terrestres, dans cette affaire, dans le milieu terrestre, ne sont que des forces de deuxième rideau. Il faut aussi bien prendre en compte ce que sont les forces armées. Les forces armées, ce sont des unités qui sont d'abord préparées, entraînées, instruites pour s'engager en opération extérieure. Et c'est le même soldat qui est engagé à Thessalite, dans le nord du Mali, ou bien à la gare Pardieu, aujourd'hui, là, pendant qu'on est en train de parler. C'est le même soldat.
Et donc c'est un soldat qui a été entraîné pour faire la guerre, pas pour garder des sites divers et variés. Si j'employais l'expression de mon chef, qui aime beaucoup cette expression, les soldats de sentinelle, ce sont des loups, ce ne sont pas des chiens de garde. Mon propos n'est pas de négliger les chiens de garde. Les chiens de garde sont absolument nécessaires et totalement indispensables. Et il y a des gens qui savent remarquablement bien faire ce métier. Mais ce n'est pas les militaires. Les militaires, ce sont des loups. Ils sont entraînés pour écraser leur ennemi. Et ce n'est pas ce qu'on nous demande sur le territoire national. On prend un peu plus de finesse dans les actions ou de gants. Bon, les armées se sont déployées donc sans état d'âme, puisqu'elles considéraient ça comme légitime. Mais elles ont assez rapidement demandé à ce qu'on fasse évoluer la mission Sentinelle. Alors les évolutions principales sont les suivantes. D'abord, quand s'est jeté le dispositif au mois de janvier 2015, on a jeté un certain nombre de milliers de binômes donc, pour garder des sites ponctuels, beaucoup de lieux de culte ou beaucoup d'écoles. Ça, c'était début 2015. Aujourd'hui, tout ça, c'est complètement terminé. Il n'y a plus aucune garde statique de binôme. Tout est en dynamique. D'accord ? Vous verrez des militaires patrouiller et non pas un binôme garder une école, une église, une mosquée ou tout ce que vous voulez. Le binôme qui était le pion de base de janvier 2015, aujourd'hui, c'est le groupe de combat. Donc on est passé de 2 à 8. Normalement, si vous voyez une patrouille de sentinelles dans la rue, vous voyez 8 hommes. Et si vous n'en voyez pas 8, vous en voyez 4, mais les 4 autres sont dans le même compartiment de terrain, c'est-à-dire sont juste à portée de main. La troisième évolution, c'est qu'il y a eu beaucoup de pics, ce qu'on appelle nous les pics à 10 000 hommes. C'est-à-dire, pendant très longtemps, on a employé 10 000 hommes. Alors que le contrat 10 000 hommes, il est normalement pour un mois sur une année, pour un mois. Donc notre démarche a été de faire en sorte qu'on puisse baisser ce niveau de 10 000 hommes à 7 000 en laissant les 3 000 autres en garnison, en réserve. C'est le cas aujourd'hui. Ça a été le cas de façon complète à partir de l'été 2016, l'été dernier. Autre évolution, ça a été le rééquilibrage capitale-province. Tout était quasiment déployé à Paris. Aujourd'hui, c'est 50-50. 50% sont déployés à Paris et 50% en province. Tout ça, c'est pour apporter de la confiance et de la considération aux autres Français, à tous les Français. Et puis aussi beaucoup d'améliorations dans l'interopérabilité avec les forces du ministère de l'Intérieur. Donc de l'interopérabilité, c'est-à-dire pouvoir travailler efficacement ensemble. Ce matin, ça a été beaucoup évoqué, pouvoir travailler avec les autres, les alliés. Mais il a fallu aussi qu'on apprenne à travailler ensemble entre les forces armées et les forces de sécurité intérieure. Sur des choses très simples, déjà les moyens techniques de transmission. Alors ça paraît simple, mais il a fallu résoudre quelques problèmes techniques et puis trouver des finances. Et puis aussi beaucoup d'interopérabilité humaine. Il a fallu qu'on dialogue mieux, qu'on améliore le dialogue civilo-militaire. Alors si on pouvait passer la diapositive suivante. Le dialogue civilo-militaire, il s'est beaucoup amélioré en 2 ans. Aujourd'hui, c'est très fluide. Et ça passe par une chaîne qu'on appelle la chaîne OTIAD, l'Organisation territoriale interarmée de défense, que vous avez affichée devant vous. Donc vous voyez qu'à tous les niveaux, ça dialogue et ça correspond. Tout en haut, ça a été évoqué ce matin, il y a une cellule interministérielle. Au niveau de la zone, ici à Lyon, on a un préfet de zone, qui va bientôt changer, qui est le correspondant direct du gouverneur militaire de Lyon, mais qui est surtout l'officier général de zone de défense, le général Pierre Chavancy. Et puis au niveau de chaque département, on a le préfet qui est le responsable de la gestion de sa crise, enfin d'où la crise qui se passe dans son département, et il a un conseiller militaire qui est le délégué militaire départemental. Et tout ça dialogue aujourd'hui de façon extrêmement fluide. Quasiment tous nos DMD sont aujourd'hui invités aux réunions de sécurité du préfet, ce qui n'était pas le cas il y a encore quelques mois. Voilà. Donc beaucoup d'évolutions dans la mission.
qui se sont faites pas si facilement que ça, parce que les habitudes, tout le monde sait ce que c'est, le poids des habitudes, donc c'est beaucoup de travail, beaucoup de dialogue et de manière à faire monter le niveau de confiance. Ça continuera à évoluer, il y a des réflexions en cours, notamment sur la partie terrestre. La partie aérienne et maritime, elle est rodée, elle est très bien organisée, il n'y a pas de raison qu'elle bouge. En revanche, la partie terrestre, il y a beaucoup de réflexions qui sont menées dans les armées pour la rendre plus globale, plus dynamique, prenant en compte plus l'ensemble du territoire national. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de déserts militaires où il n'y a plus du tout d'unités militaires. Il y a les unités militaires, il y a les déploiements Vigipirate, et puis il y a encore plein de zones où il n'y a plus du tout de forces militaires. Donc on réfléchit à essayer de doser différemment les gens qui sont déployés, effectivement, les gens qui sont en alerte chez eux, et puis utiliser les gens qui sont à l'entraînement sur le territoire national. On se dit, pourquoi pas, ces gens-là, quand on s'entraîne dans un département où c'est un désert militaire, quand on envoie une unité militaire s'entraîner là-bas, pourquoi pas essayer de lui mettre une espèce d'alerte, j'emploie le mot parce que, entre guillemets, parce qu'il n'est pas encore défini d'un point de vue doctrinal, d'alerte en cas de besoin, hop, qui puisse être réquisitionné rapidement et pour être utilisé sur le territoire national, dans le cadre d'une réquisition, bien entendu. Ça, c'est ce qui est évident. Ça, c'est ce qui est évident, c'est ce que vous voyez dans les rues, c'est ce que vous voyez dans les journaux, c'est ce qui se discute partout, voilà. Mais le champ de bataille, le vrai champ de bataille, c'est surtout ailleurs. C'est surtout dans le champ des perceptions. On va passer à la diapo suivante. Voilà. Alors là, je n'ai pas résisté à mettre la citation préférée de mon chef, la citation de Thucydide que vous voyez là. Je ne vous la lis pas. Mais comme je vous l'ai dit en introduction, il ne faut pas se tromper d'ennemi. Si on combat sur l'ennemi d'hier, on va perdre, c'est sûr. On va mettre beaucoup de moyens. On va en rajouter des couches et des couches. On va se perfectionner. On va monter les niveaux technologiques, mais on va perdre. L'ennemi, il agit dans le champ matériel, mais aussi dans le champ immatériel. Notre ennemi s'attaque à quoi en premier ? Notre terroriste islamiste radical. Il s'attaque à la cohésion nationale. Il s'attaque en priorité à notre jeunesse. Il pratique à outrance la propagande. Ce matin a été cité le chiffre de 2500 sites pro-Daesh sur le net. Vous pouvez y aller. Des sites très habilement construits. La radicalisation, elle cible, comme je l'ai dit, notre jeunesse. Le créneau d'âge ciblé, c'est 18-25 ans. Mais en fait, ça commence dès 15 ans. Dès 15 ans, il y a des gens qui sont embrigadés. Voilà. On peut quand même se poser la question, pourquoi la France est le pays occidental qui fournit le plus de combattants étrangers à Daesh? C'est chez nous que ça se passe. Ce sont nos enfants. Ce sont vos frères et sœurs. Comment ça se fait? C'est pas en Allemagne, c'est pas en Angleterre, c'est en France. Bon, donc il y a un impératif, c'est de lutter contre cette propagande. Et pour lutter contre cette propagande, il n'y a pas 36 solutions. Il faut lutter contre l'ignorance, contre l'illettrisme, contre la précarité, et il faut faire de l'éducation à la citoyenneté. Alors, l'éducation à la citoyenneté, en priorité, comme je vous l'ai dit, au profit de la jeunesse. Dans la jeunesse, il y a trois cibles, on va dire, prioritaires. D'abord et avant tout, celle qui est en difficulté. C'est pas trop vous dans la salle, j'imagine. Mais dans la région lyonnaise, il y en a beaucoup. C'est celle qui a envie de s'engager pour défendre son pays. Alors là, c'est peut-être vous. Je ne sais pas. En tous les cas, il y a une jeune fille qui a parlé avant nous, qui visiblement est dans cette catégorie-là. Et puis, il y a une troisième catégorie, c'est celle qui prendra les décisions plus tard. Et là, il y en a forcément dans la salle. Alors bien sûr, dans ce domaine, les armées, elles n'ont pas le rôle principal. Et je vous disais tout à l'heure qu'on veut prendre tout notre rôle, mais que notre rôle. Le rôle premier, c'est tout d'abord, c'est une évidence, c'est les parents, c'est le rôle des parents. Et puis après, c'est le rôle de l'éducation nationale, c'est le rôle des universités, c'est le rôle des grandes écoles. Voilà, c'est tout ça. Mais nous aussi,
Nous aussi, on a décidé de prendre part à tout ça, d'abord parce que le président de la République nous l'a demandé, et puis parce qu'on considère, et à juste titre, qu'on a une capacité dans ce domaine. On a des cadres extrêmement expérimentés dans la formation des jeunes, de par un équilibre entre des périodes de formation, des périodes d'instruction et des périodes d'engagement opérationnel. Tout ça fait une richesse de l'encadrement extrêmement importante que les armées utilisent dans ce champ d'action. Finalement, ça revient à proposer une offre globale, protection, citoyenneté. Alors, protection, on l'a déjà vu, hein, c'est Sentinelle, c'est la sauvegarde maritime, c'est la sécurité aérienne, tout ça, on en a déjà parlé. Mais pour la cohésion nationale, qu'est-ce que concrètement on fait ? Donc nous, on développe l'éducation à la citoyenneté, on développe l'esprit de défense. Voilà un peu notre champ. Alors, je ne vais pas décrire tout ce qu'on fait, mais je voudrais citer 3 choses. D'abord, on a un protocole avec l'éducation nationale. On travaille de façon très cadrée, très franche et très confiante avec l'éducation nationale. On participe au parcours de citoyenneté. Je pense que vous avez entendu parler du parcours de citoyenneté. Ce n'est pas quelque chose que j'invente ou que les armées inventent, c'est quelque chose qui est écrit dans les textes. Et nous, on participe beaucoup à l'enseignement de défense en classe de 3e et de 1re. On organise aussi, avec l'éducation nationale, des classes de défense et de sécurité globale. Ce sont des classes qu'on accompagne pendant toute une année scolaire. Et puis, oui, merci. Et puis, évidemment, on fait des conférences dans des enceintes universitaires ou des grandes écoles. Vous avez peut-être bénéficié. Voilà. Ça, c'est la première chose. J'ai encore 3 minutes, ça va aller. La deuxième grande initiative que je voudrais vous évoquer, peut-être certains connaissent, mais sans doute pas tous, je vais demander qu'on passe à la diapositive suivante. Voilà, c'est le service militaire volontaire. C'est un dispositif d'insertion professionnelle pour les jeunes très défavorisés, des jeunes sans diplôme, des jeunes paumés, des jeunes qui sont déjà dans la rue à même pas 18 ans, des jeunes dont les parents ne s'occupent pas, des gens qui ne savent plus quoi faire. Donc nous, on travaille à partir de notre expérience outre-mer. On a un dispositif depuis les années 60 qui s'appelle le service militaire adapté. Donc on le calque, c'est une expérimentation qui a démarré donc, en 2015 suite à la demande du président et qui est planifiée jusqu'en 2018 et qui, si elle fonctionne, sera poursuivie. Aujourd'hui, on a 4 centres ouverts qu'on voit sur la carte en bleu marine. Et puis, on a 2 qui vont s'ouvrir à l'automne prochain, un à Brest et puis un chez nous, là, à Ambérieu, là, pas loin d'ici. Donc, on va ouvrir un centre comme ça. Et il s'agit de quoi ? On va passer à la diapositive suivante. Il s'agit d'enseigner à des jeunes, pendant à peu près une année scolaire, un savoir-faire et un savoir-être. Et j'aurais dû dire d'abord un savoir-être, puis un savoir-faire. L'essentiel est le savoir-être. Pendant 4 mois, on les prend et on leur apprend... le savoir vivre, le savoir respecter les autres, savoir se respecter soi-même, se redonner une estime de soi-même, tout simplement. Pour vous, c'est une évidence. Pour eux, c'est une totale découverte. Et puis après, ça dure à peu près 4 mois. Et puis pendant les mois qui restent, 3 à 6 mois, on leur donne le savoir-faire professionnel. Savoir professionnel uniquement dans des métiers... où il y a des vrais débouchés dans le bassin d'emploi dans lequel se trouve le centre. Voilà. Alors pourquoi ça fonctionne ? Parce que ça fonctionne bien, puisque grosso modo, on a aujourd'hui, avec les premiers contingents qui sont sortis, on a à peu près 72% d'insertion professionnelle à l'issue de cette petite année. Ça marche bien parce que d'abord, c'est un encadrement de militaires d'active, et comme je vous l'ai dit, ce sont des gens qui sont particulièrement à l'aise à travailler avec la jeunesse. Ça marche bien parce que le cadre, il est clair, il est structurant, il est épanouissant. C'est de l'internat. C'est un taux d'encadrement très élevé, un cadre pour 4 élèves. Et c'est une écoute attentive du matin au soir et même la nuit. On s'occupe de tout. On s'occupe du tout, c'est-à-dire on s'occupe des problèmes professionnels du jeune, mais surtout de ses problèmes humains. Voilà. C'est un parcours de bout en bout. On recrute le jeune, volontaire, il faut qu'il soit volontaire, et puis on lui donne la formation comportementale, puis professionnelle. Évidemment, on fait tout ça en lien avec le monde du travail de la région considérée. Voilà. Et ces jeunes,
ils sont volontaires, comme je l'ai dit. Il faut qu'ils acceptent la discipline, et ils l'acceptent. Et je dirais même que non seulement ils l'acceptent, mais ils viennent la rechercher. C'est pour ça qu'ils viennent nous voir. Ils nous disent ça. Ils disent, mais je viens chez vous parce qu'il y a de la discipline. Parce que j'ai jamais appris ça dans tout le reste de ma vie. Voilà. On vient leur apprendre le culte de la mission et on vient leur apprendre à donner aux autres. Voilà. Et je termine par ma le dernier domaine dans lequel on s'engage, et là vous en avez sans doute plus entendu parler, c'est la garde nationale. La garde nationale, c'est juste une redynamisation des réserves opérationnelles. Pourquoi on a fait ça? Premièrement, pour des raisons sécuritaires. Parce que les armées terre, air, mer ne savent plus faire leur mission, tout ce qu'on leur demande, sans les réservistes. On a besoin de réservistes. L'objectif, c'est d'avoir 85 000 réservistes en 2018. Aujourd'hui, on en est à 63 000. Mais c'est surtout, et je vais terminer par là, c'est permettre à tout citoyen qui a envie de servir son pays de venir le faire assez facilement. Voilà. Et donc, nous, on cherche à renforcer la cohésion nationale et donc à renforcer la résilience de la nation. Et s'il y avait quelque chose d'important à retenir dans tout ce que je viens de dire, eh bien, c'est le troisième tiré de mon intervention. Je vous remercie de votre attention. Mon général, je vous remercie pour votre intervention. Désormais, je laisse la parole au colonel Sadak pour une intervention, cette fois-ci, sur une vision plus politico-stratégique de l'intervention sur le territoire. Je vous laisse la parole. Merci. Merci. Si j'ai bien compris, j'ai 20 minutes, mais je peux un peu déborder. Non, dans l'autre sens. Donc, je vais essayer de faire à l'essentiel pour évoquer le même type de sujet, mais avec forcément une vision et un angle un peu différent, puisque cette question de la sécurité, de la défense au plan global revêt plusieurs aspects par lesquels on peut y rentrer. Je suis ici pour représenter le préfet délégué pour la défense et la sécurité qui n'a malheureusement pas pu être présent. Et donc, en ma qualité de chef d'état-major interministériel de zone, c'est avec grand honneur que je le représente. L'EMIS, donc état-major interministériel de zone, c'est un service tout à fait à part dans l'organisation de l'administration préfectorale, puisque on est positionné au niveau de la zone de défense et de sécurité, c'est-à-dire cette circonscription qui recouvre ici pour notre zone les 12 départements de l'actuelle et de la nouvelle région Auvergne-Rhône-Alpes. Et donc on est un des deux services zonaux, puisque les réformes administratives ont fait que nous étions 4 avec des services qui s'appelaient par exemple le CRIR qui a disparu, un service qui s'appelait le SGAP qui a été confondu dans un nouveau service qui s'appelle le SGAMI, et donc dans lequel a été rejoint un service zonal des systèmes d'information et de communication, et un 4e service donc, qui reste parmi les 2 derniers, qui est l'état-major interministériel de zone avec le SGAMI. Au niveau de cette zone de défense, donc l'état-major interministériel de zone, pour le compte du préfet délégué et du préfet de zone, représente ce service, cet état-major qui, en interministériel, s'occupe, je vous la fais courte, de planification, de préparation, de gestion des crises et de veille opérationnelle, et de coordination des acteurs qui, à ce niveau-là zonal, interviennent dans ces champs qui sont ces champs de la sécurité nationale. Alors, le sujet était le territoire national, nouvel espace de bataille. Je ne sais pas si pour nous il est nouveau, cet espace. En fait, il n'est pas nouveau, c'est comme pour les forces militaires. Et il n'est pas nouveau, et il est surtout pas le principal, ou alors il est le principal parce que c'est dans le gène même de nos missions, notamment au plan zonal, et notamment des préfets qui, dans leurs compétences très élargies, sur lesquelles je n'insisterai pas, ont évidemment des compétences qui touchent au domaine de la défense et de la sécurité, et la sécurité pris au sens le plus large, c'est-à-dire la sécurité nationale, dont je vais dire 2 mots tout à l'heure. Alors, le terme pour nous de bataille, c'est un terme qui, évidemment, ne revêt pas cette acception militaire ou guerrier, mais c'est le mot qui, pour nous, décrit d'une manière quasiment évidente
toutes ces missions qui sont ces missions spécifiques à un certain nombre de services, parfois militaires, type gendarmerie, mais aussi des services civils, qui finalement, dans leur mission du quotidien, font un peu cette bataille du quotidien à travers leur mission qui relève de cette sphère un peu de l'État régalien auquel, évidemment, nous participons. Alors, ces principaux services, mais on peut largement les nommer de manière plus complète encore, mais parmi ces principaux services, évidemment ceux de la police nationale, de la gendarmerie nationale et des sapeurs-pompiers qui constituent ces forces de proximité et de première intervention au bénéfice donc des missions que le préfet remplit, soit au plan zonal, soit au plan départemental. Deuxième aspect de ce qui m'a été demandé un peu d'évoquer, c'est en quoi on peut avoir une vision qui soit une vision politico-stratégique. Je ne sais pas, la question peut paraître un peu étonnante parce que forcément, cette vision du préfet sur son département ou sur sa zone, elle est de nature un peu politique. Qui, mieux que le préfet sur sa circonscription, peut représenter au sens noble cet aspect qui est celui de la politique, puisqu'il est à l'intersection de ce qui est fait en termes de politique publique. Il est à l'intersection de ce qui fait que la démocratie fonctionne au jour le jour. Il est à l'intersection de ce qui fait qu'au quotidien, toutes les parties prenantes à la nation, qu'il s'agisse d'organisations institutionnelles, de collectivités territoriales, de majorités politiques ou d'opposition, etc., font qu'un État national, un État comme le nôtre, une nation comme la nôtre, fonctionne avec cette dimension politique à laquelle, évidemment, le représentant de l'État sur le terrain, c'est-à-dire le préfet de zone ou de département, ne peut pas échapper. Et puis, pourquoi est-ce qu'on est d'emblée et forcément dans une dimension stratégique ? Parce que le préfet, il n'est pas que le gestionnaire au quotidien de l'activité habituelle de l'État. Il est aussi celui qui, parce que le gouvernement le pilote dans cet axe, est celui qui s'inscrit dans des choses qui permettent à l'autorité de l'État, évidemment les ministères sous l'autorité du président ou du gouvernement, ou du Premier ministre, le préfet de zone ou le préfet délégué, c'est celui qui décline avec un certain regard qui, normalement, pourrait lui permettre de voir assez loin, assez large et assez grand, ce qui fait l'avenir et ce qui fait notre quotidien de demain, c'est-à-dire cette vision un peu lointaine et stratégique qui fait qu'on réfléchit en ayant au jour le jour ce souhait de se projeter dans des choses qui feront notre quotidien de demain. Donc cette vision globale, cette vision beaucoup plus complète et beaucoup plus lointaine, c'est probablement en cela que la vision du préfet de zone ou de département est une vision un peu stratégique avec le souci et la nécessité, je dirais même, pour lui de faire en sorte que ces actions qui se projettent plus loin et de manière plus complète doivent se faire aussi avec des acteurs qui dépassent largement les trois principaux acteurs un peu en tenue que j'ai cités tout à l'heure, sans parler de la coopération civilo-militaire dont je dirais également deux mots en complément du général de Ropoul, mais c'est aussi des cohérences d'action et des cohérences d'acteurs qu'il faut qu'ils sachent mobiliser sur le terrain zonal ou départemental. Donc, une vision politique et stratégique qui finalement, et je reboucle ici avec des choses qui touchent non seulement à l'aspect civil, mais à l'aspect défense, parce qu'on est toujours à la limite un peu de ces deux sujets, où on est en plein dans ces deux sujets à la fois, touche à ce que le livre blanc qui a été évoqué tout à l'heure de 2008 a clairement inscrit comme stratégie, puisque le terme même consacré dans le livre blanc de 2008, codifié dans le Code de la Défense par la loi du 29 juillet 2009 de programmation militaire, c'est de créer quelque chose qui justement était en rupture par rapport à ce qu'on a connu 50 ans auparavant ou pendant 50 ans auparavant. C'est cette espèce d'approche de l'ordonnance de 1959 qui disait que la défense globale, c'était un ensemble de choses, mais c'était des choses que l'on avait conçues dans les années 59, 60 ou 70. Et donc, aujourd'hui, depuis 2009, dans le droit positif français, le Code de la Défense, c'est la stratégie de sécurité nationale. Et donc, c'est tellement, pour nous, un élément fondateur, y compris donc pour l'autorité civile, qu'on se sert un peu de ça pour finalement
construire au plan national et au plan décliné territorialement, donc au plan zonal ou départemental, les politiques, par exemple, de planification ou d'organisation. Alors que dit cette stratégie de sécurité nationale? Je ne vous ferai pas l'affront de vous le citer, et encore, que je pense que ça vaut le coup de l'avoir en tête parce que, encore une fois, c'est probablement un socle pour encore quelques dizaines d'années. La stratégie de sécurité nationale, d'abord, il faut se poser la question de savoir ce que c'est que la sécurité nationale. Alors, je vous renvoie aux différents articles qui suivent cet article que je vais citer, qui disent en quoi la stratégie de sécurité nationale se décline en un certain nombre de politiques de sécurité intérieure, de sécurité civile, de sécurité étrangère, en politique de sécurité sanitaire, par exemple, etc., etc. Et on dit qu'elle a pour objet d'identifier l'ensemble des menaces et des risques susceptibles d'affecter la vie de la nation. Donc, on fait cette analyse que l'on retrouve dans tout sujet qui nous intéresse, nous, dans ce domaine de la défense et de la sécurité, c'est-à-dire à quoi avons-nous à faire face, quel est l'ennemi en quelque sorte. Donc, ce sont les risques et les menaces. Alors là, le livre blanc de 2008, confirmé en 2013, en a fait une espèce d'étude exhaustive qui probablement d'ailleurs ne sera jamais complète parce qu'on voit bien qu'il y a une forme de mutabilité et de changement de ces risques et menaces qui pratiquement s'accélère depuis une dizaine d'années et au moins depuis 2015 puisqu'on ne s'attendait pas à voir Nice, un camion qui fonce dans la foule, eh bien c'est arrivé. Donc dorénavant, il faut qu'on apprenne à ne jamais être surpris parce que tout peut arriver. Et puis la deuxième partie de cette stratégie de sécurité nationale, elle se termine par déterminer les réponses que les pouvoirs publics doivent y apporter. Eh bien voilà, les pouvoirs publics, c'est nous tous, et c'est, pour le sujet qui me concerne, au niveau de l'organisation civile de l'État, sur le terrain, donc le préfet de zone et le préfet de département. Donc forcément, derrière, eh bien, il y a toute une organisation dans laquelle on s'inscrit et sur laquelle je voudrais un peu revenir. Je pense que j'ai déjà mangé au moins 5 ou 10 minutes, donc je suis un peu vigilant à ça, pour dire que tous les acteurs dans cette politique et cette stratégie de sécurité nationale sont concernés. Je voudrais simplement les énumérer assez rapidement en vous disant que c'est l'État, bien sûr, au premier rang, avec un certain nombre de ministères. Je vous disais tout à l'heure que ces ministères font l'objet d'articles très spécifiques dans le Code de la Défense, soit dans la partie réglementaire, soit dans la partie législative. Je vous rappelle, simplement, parce que c'est important que je vous le dise, ça dénote en quoi on a changé un peu de référentiel, de paradigme dont certains parleraient. Dans la version d'avant 2009, 3-4 ministères étaient simplement cités dans le Code de la Défense de manière spécifique. Aujourd'hui, vous avez jusqu'au ministre de la Santé, jusqu'au ministre des Affaires étrangères, évidemment, qui a été évoqué tout à l'heure à juste raison. Vous avez le ministre de l'Environnement, de l'Écologie, de l'Aménagement du territoire, etc., qui sont cités. Donc chacun des ministères est quasiment cité, et on dit en quoi il doit porter, en termes de sécurité nationale, une partie de cette politique de sécurité nationale dans sa sphère de compétences. Donc je vous renvoie à ces articles qui sont éminemment intéressants. Et puis au-delà de ces services ministériels et centraux, je voudrais vous rappeler que déjà en 2008, le livre blanc de la défense et de la sécurité nationale avait un peu tourné la page de l'État régalien omnipotent sur lequel tout le monde comptait pour que l'État règle tout et que les autres, on s'en lave les mains. Non. Dorénavant, la sécurité nationale, c'est l'affaire de tous. Et quand on dit tous, derrière, il y a eu un certain nombre de déclinaisons sur lesquelles je ne reviendrai pas par manque de temps, mais ça veut dire les collectivités territoriales. Je voudrais simplement vous rappeler, pour ceux qui auraient oublié ou qui sont trop jeunes dans l'auditoire, que la décentralisation, ça fait que 30 ans, c'est à la fois beaucoup, à la fois peu, mais qui peut aujourd'hui contester que les collectivités territoriales ne sont pas des acteurs de premier plan face à certaines situations de risque et de crise que l'on doit gérer. Moi, je vous prends un exemple qui est du vécu quasiment tous les ans. Quand on coupe l'autoroute A43 qui mène dans les Alpes et qu'on met en
stationnement obligatoire des milliers de poids lourds parce qu'on refuse qu'ils aillent se mettre en travers sur les autoroutes et bloquer la circulation, y compris des touristes en VL, et bien derrière, on fait de l'hébergement de fortune ou de l'hébergement d'urgence. Derrière, c'est dans des salles de sport ou dans des gymnases qui sont gérés par des collectivités territoriales qui alimentent ces gens, etc. Vous voyez, donc quand on parle de sécurité nationale, c'est aussi du très concret sur le terrain de la gestion de crise qui occupe au quotidien, y compris des gens qui relèvent de ces collectivités territoriales, des fonctionnaires territoriaux. Et puis parmi les autres acteurs, là aussi quand même, qui sont d'importance, que l'on avait parfois eu tendance à oublier et qui se sont révélés à nous à l'occasion de ces menaces et de l'application de Vigipirate, ce sont les opérateurs. Est-ce que l'État, en fait, parce que l'État est un État qui ne peut plus faire face à tout uniquement avec des moyens qui sont ceux de l'État, l'État a aujourd'hui inventé une politique, et quand je dis inventé, c'est au sens positif des choses, parce qu'on ne pouvait pas faire autrement, qui s'appelle la sécurité des secteurs d'activité d'importance vitale, dont le préfet de zone s'occupe sur sa zone, dont les préfets de département s'occupent sur leur département, et qui consiste à dire que les opérateurs publics et privés, dans un certain nombre de domaines, il y en a 12, par exemple les transports, par exemple l'énergie, par exemple la santé, par exemple la recherche, ou par exemple, je ne sais pas, oui, l'énergie, je l'ai dit, ou tout ce qui est pharmaceutique, par exemple, ou santé, les opérateurs ne peuvent pas compter, quand on a Vigipirate qui s'applique, sur uniquement l'État, les forces de sécurité intérieure, pour protéger leurs sites qui sont leurs sites sensibles. Aujourd'hui, il y a toute une politique qui consiste à dire on élabore des directives nationales de sécurité, on vous les impose comme cahier des charges, et vous, opérateurs, exemple Total pour l'énergie, vous nous dites en quoi, dans un plan qui s'appelle un plan de sécurité opérateur, vous avez pris toute disposition pour faire face aux volontés de pénétration de gens qui seraient des terroristes et qui voudraient vous faire sauter tel dépôt pétrolier ou telle raffinerie particulière. Donc vous voyez que le panel des acteurs, ce n'est plus que l'État, c'est les collectivités, les opérateurs. Et puis, je termine par ces deux autres exemples sur lesquels j'insisterai un petit peu moins. Ce sont le monde associatif. Aujourd'hui, vous avez dans le monde associatif 200 à 300 000 personnes qui, par exemple, ont dû être gérées lorsqu'il y a eu question de dépolluer sur les plages, etc. Des gens qui, pas dans la crise à proprement parler, mais un peu en marge de la crise, viennent comme des acteurs qu'il faut savoir prendre en compte. Ou alors, dernière catégorie d'acteurs qui est montée en puissance, qui peut-être maintenant a trouvé son rythme de croisière, qui est la sécurité privée. Comment est-ce qu'on peut contester que, y compris dans l'opération Sentinelle ou dans ces moments tendus depuis 2015, la sécurité privée ne participe pas à ce qui fait notre sécurité nationale au jour le jour. On a eu l'Euro 2016, eh bien les stades, à l'intérieur des stades ou les fan zones étaient protégés, en plus des forces de sécurité intérieure traditionnelles, par des forces de sécurité privées. Donc voilà, c'est tout ça que le préfet, dans son territoire de compétence, doit prendre en compte, avec une organisation sur laquelle je ne vais peut-être pas trop insister. J'ai quoi, encore 10 minutes, 5 minutes ? Plutôt 3. Plutôt 3. Ouais. Vous êtes terriblement dur avec moi. Simplement pour vous dire qu'il y a une organisation pyramidale que vous connaissez, sur laquelle je n'insiste pas, si ce n'est de dire que cet échelon zonal, cet échelon du préfet de zone, qui est donc en concordance directe avec l'officier général de zone de défense dont parlait le général tout à l'heure, c'est une circonscription un peu atypique, un peu à part, puisque vous ne la retrouvez pas dans les collectivités territoriales. C'est donc à ce niveau-là que se déclinent un certain nombre de politiques de planification, y compris d'ailleurs avec la dimension militaire. Je voudrais par exemple vous mettre ici en visualisation, comme ça, je n'ai pas fait de PowerPoint, mais par exemple une directive qui remonte à 2016, qui est la directive de coopération civilo-militaire pour les années 2016-2018. Ça veut dire que l'État est pleinement conscient qu'on n'est plus dans des espèces de frontières entre le domaine militaire et le domaine civil. Certes, chacun a son domaine de compétences privilégié, mais, le général l'indiquait tout à l'heure, il y a ce volet de la coopération civilo-militaire qui fait que pour certaines affaires de type plutôt civil, par exemple les problèmes Vigipirate, de menaces terroristes, etc., sur le territoire national, le préfet de zone a la possibilité de compter, lorsque les moyens traditionnels ne sont pas suffisants, sur le concours des forces armées.
Effectivement, c'était 10 000 hommes début 2015 quand les premiers attentats de Charlie Hebdo sont arrivés. Aujourd'hui, on est plutôt sur un volume de l'ordre de 6 000 – 7 000. Je crois que le général ne l'a pas dit. Pour notre zone de défense, les 12 départements ici, ça se pratique avec une réquisition pour donner une forme juridique aux choses, avec une réquisition que, après concertation entre les deux entités civiles et militaires, le préfet de zone signe. Donc c'est vraiment quelque chose de très établi. J'aurais pu vous emmener presque un exemplaire de la dernière réquisition, dans laquelle on en est à la 18e version de la réquisition depuis 2015, c'est-à-dire depuis 2 ans. Donc c'est la 18e version, la dernière étant maintenant s'inscrivant un peu dans le temps long, puisqu'on a trouvé un équilibre qui n'était pas évident parce que la situation changeait sans arrêt. Aujourd'hui, effectivement, les forces militaires, pour l'opération Sentinelle, c'est 650 PAX à peu près, donc personnel sur les 12 départements. Mais sur les 12 départements, en fait, ils sont localisés que dans 7 départements. Ils avaient au départ à surveiller sous forme statique, ce qui effectivement posait problème, une petite centaine, 90 à peu près, établissements un peu ciblés, parce que c'était des établissements de type cultuel. Aujourd'hui, c'est à peu près 65 sites qui sont régulièrement surveillés par des patrouilles dynamiques. Et puis, on est dans des choses qui sont devenues beaucoup plus dynamiques et beaucoup plus adaptables au fur et à mesure des besoins qui se font ressentir localement après discussion entre les DMD et les préfets de département. Donc voilà le type de choses dont le préfet de zone s'occupe. Je voudrais vous donner peut-être un élément, et puis je termine là-dessus, promis. Un élément, mais ça m'amènerait... C'est peut-être aussi cette dimension... du fait que même si on est plus nombreux et plus diversifiés, on ne peut faire mieux demain que quand on s'inscrira dans la synergie, la complémentarité et la mutualisation. Dit autrement, ça ne sert à rien que les pompiers soient bons de leur côté tout seuls, que les policiers soient bons de leur côté tout seuls, ou les gendarmes soient bons de leur côté tout seuls, ou les militaires. Demain, l'efficience que l'on trouvera, elle sera meilleure et on passera de l'efficacité individuelle à l'efficience collective quand on sera capable de faire ensemble les choses qui sont des choses de plus en plus compliquées. Quand on a un attentat de type NRBC ou une tuerie de masse, ce n'est pas tout à fait la même chose que voilà, les choses que l'on a connues par le passé. Parce qu'il faut s'articuler et on ne peut pas faire n'importe comment en oubliant qu'on a des voisins à droite ou à gauche qui ont des métiers qui sont complémentaires aux nôtres. Et donc pour ceci, qui a été identifié en 2008 dans le livre blanc, l'État a créé, avec le concours des forces armées, des forces du ministère de l'Intérieur et de la Santé, quelque chose qui s'est appelé le Centre national civil et militaire de formation et d'entraînement au risque NRBC. Donc c'est un centre qui fonctionne maintenant depuis 3 ans avec des centres d'entraînement zonaux. Donc dans chaque zone, ici, piloté par le préfet de zone, vous avez un centre d'entraînement zonal qui, 2 fois 2 jours dans l'année, permet d'accueillir 200 pompiers, policiers, militaires, gendarmes, monde de la santé, des gens de la justice, etc., pour s'entraîner sur les mêmes objets de manière complémentaire. Donc c'est ça demain l'avenir, c'est comment trouver en synergie, en mutualisation, en complémentarité, en transversalité, et tout ça piloté finalement, et ça n'enlève rien aux qualités des autres administrations, mais à celui qui sur le département ou la zone représente le gouvernement dans son entier, c'est-à-dire le préfet de zone ou le préfet de département. Je vous remercie de votre attention. Je vous remercie aussi pour ma part pour votre intervention. Désolée de vous avoir pressé. Mais nous devons passer à la suite. Et désormais, je donne la parole au général de gendarmerie Thierry Caher pour nous parler des forces civiles en action et notamment de la ville, de l'intervention en ville. Je vous remercie. Bien, bonjour à toutes et à tous. Je vais m'efforcer de rester dans le timing horaire très strict qui m'est imparti également. En propos liminaire, je voudrais aussi revenir sur le titre de cette table ronde. Donc, territoire national, nouvel espace de bataille. Bon, le territoire national, la métropole est bien évidemment l'outre-mer. L'outre-mer au sein de laquelle on connaît de graves difficultés en matière de délinquance et de troubles à l'ordre public. Je pense en particulier à la Guyane, à Mayotte et à la Nouvelle-Calédonie. On aura peut-être l'occasion d'y revenir.
En tout cas, le territoire national, c'est le terrain de jeu, je vais dire quotidien, de la gendarmerie dans sa zone de compétence. Donc, dans les pays latins, il a été décidé depuis des siècles que la répartition entre les forces se faisait sur une répartition territoriale. Donc la gendarmerie est responsable dans sa zone de compétence de 95% du territoire national, dans laquelle vit à peu près 50% de la population. Donc cet espace, ce n'est pas un nouvel espace pour la gendarmerie. Deuxième terme de ce titre, l'espace de bataille. L'espace de bataille, ce sont des termes un peu accrocheurs, mais c'est bien pour une table ronde. Des termes belliqueux et guerriers, car c'est bien effectivement lors d'une guerre qu'on livre des batailles. Et de nombreux politiques ont récemment déclaré que nous étions en guerre. Mais c'est une guerre, bien évidemment, d'un genre nouveau, car l'ennemi n'est pas précisément identifié. Ce n'est pas une guerre interétatique, et ce n'est pas une guerre civile, et en tout cas, il faut tout faire pour l'éviter. Nous sommes confrontés à un ennemi, je dirais non pas invisible, mais diffus, dissimulé, infiltré et composé majoritairement de citoyens français. L'armée irakienne, dans sa tâche aujourd'hui de reprendre la ville de Mossoul, mène une guerre, on va dire, classique contre un ennemi identifié, Daesh. En France, l'État islamique recrute. Le processus de radicalisation est bien rodé et malheureusement, il fonctionne bien. Donc nous avons affaire à des individus infiltrés, commandités, éventuellement par des gens qui sont implantés en Syrie ou en Irak, et nous avons aussi affaire à des loups solitaires. La question de fond est à mes yeux la suivante. Face à cette nouvelle forme de guerre marquée par le terrorisme, comment une démocratie et un État de droit peuvent-ils combattre ? Alors je tenterai d'y répondre en articulant mon propos en deux parties. Tout d'abord, la première, c'est la réponse de la gendarmerie à ce contexte terroriste. Et dans une deuxième partie, je me livrerai à un certain nombre de réflexions sur la posture institutionnelle de l'État et sur les évolutions juridiques en cours et à mes yeux souhaitables. Alors, ce sont des réflexions et non pas des solutions clés en main, car je ne prétends pas les avoir. Alors tout d'abord, quelle est la réponse de la gendarmerie face à ce contexte terroriste ? Alors la réponse est d'abord, à mes yeux, étatique, pour octroyer des crédits qui ont été votés en loi de finances et qui nous ont permis d'acquérir des nouveaux matériels. Je pense ici, mais c'est un peu une liste à la Prévert, des packs balistiques pour protéger nos personnels, de l'armement, des véhicules, des bulles tactiques radio, des moyens vidéo et des moyens de sonorisation. C'est également, par l'octroi d'une masse salariale conséquente, le recrutement de militaires supplémentaires au sein de la gendarmerie. Et de manière globale, en cumulant les différents plans qui se sont succédés sur les 2 années qu'on a connues, le plan de lutte antiterroriste, le plan de lutte contre l'immigration clandestine et le pacte de sécurité dit P5000, c'est environ 2000 effectifs supplémentaires qui ont été octroyés pour la gendarmerie. Et dans ces effectifs supplémentaires, il convient de noter que ce sont les effectifs d'actifs et non pas les contractuels que nous avons qui sont appelés les gendarmes adjoints volontaires. Ce sont des sous-officiers d'actifs ou des officiers d'actifs. Je me permets au passage de dire que nous recrutons au niveau de Master 2 à l'EOGN. Des personnels militaires supplémentaires donc, que nous intégrons dans nos rangs. Il y a également, et ça a été évoqué tout à l'heure, la garde nationale, au sein de laquelle donc, la réserve de la gendarmerie nationale a trouvé toute sa place. La réserve de la gendarmerie, c'est aujourd'hui 26 000 personnels, et l'objectif qui nous est assigné est de monter ce chiffre à 40 000 d'ici 2018. Aujourd'hui, nous avons 1500 réservistes qui œuvrent quotidiennement sur le terrain. L'objectif assigné, c'est de monter ce chiffre à 4000 réservistes jour employés sur le terrain. Alors ces 2000 effectifs, pourquoi faire ? Pour la lutte antiterroriste, pour créer de nouvelles structures ou renforcer et durcir des unités existantes. Tout d'abord dans le domaine du renseignement.
Le renseignement qui est absolument primordial, je dirais capital et vital, c'est la pierre angulaire de la lutte antiterroriste. Il s'agit d'anticiper, de traiter en amont avant que les terroristes ne passent à l'acte. Et c'est là toute la difficulté. Sur ces 2000 nouveaux effectifs, 200 sont consacrés à cette mission de renseignement, avec le renforcement des cellules de renseignement qui existent dans chaque département au niveau de la gendarmerie et la création d'antennes du renseignement territorial dans les communes où le prosélytisme et le communautarisme sont particulièrement implantés. À titre d'exemple, nous en avons 13 qui ont été créés sur la région Auvergne-Rhône-Alpes pour le suivi particulier, entre autres, de certaines mosquées salafistes. Nous avons également créé une antenne du renseignement territorial à la gendarmerie des transports aériens à l'aéroport de Saint-Exupéry, puisque les aéroports, vous l'ignorez pas, sont des endroits un peu sensibles en matière de terrorisme. Et les exemples qui nous ont été donnés sur Roissy, avec la découverte de salles de prière clandestines, avec les fouilles de casiers qui nous ont permis de découvrir des choses qu'on n'aurait pas dû découvrir au sein d'un aéroport, nous ont dit qu'il était important de travailler également à Saint-Exupéry. Autre domaine dans lequel nous avons apporté quelques renforcements, le domaine de l'observation et de la surveillance. Et nous avons créé, dans le tiers des départements français, ce que l'on appelle des cellules départementales d'observation et de surveillance, qui viennent, je dirais, derrière les éléments de renseignement qui peuvent nous être remontés. À partir du moment où on a des renseignements qui nous amènent à rendre suspect telle ou telle personne, il faut que l'on aille voir de plus près de quoi il retourne. Donc là, ce sont des moyens de filature, de vidéo, de photos, de sonorisation et d'écoute. Donc nous travaillons là dans le domaine, dans un premier temps, de la police administrative, et à partir du moment où une infraction peut être matérialisée, on bascule dans le domaine de la police judiciaire. C'est aussi le renforcement du contrôle du territoire, dans les zones sensibles, dans les quartiers périurbains, dans les zones de sécurité prioritaires. Et là, nous avons créé, dans 22 escadrons de gendarmerie mobile au niveau de la France, un 5e peloton composé d'une vingtaine de militaires pour venir renforcer les unités territoriales dans ces quartiers, on va dire, sensibles. Renforcement également du contrôle des flux. Nous avons abondé les effectifs de certaines brigades territoriales qui sont implantées soit en zone frontalière, soit sur les grands axes, soit qui ont sur leur circonscription des aérodromes secondaires qui peuvent être utilisés par les terroristes. Et enfin, le renforcement dans le domaine de l'intervention, par la création de 6 antennes du GIGN, par le renforcement des capacités de primo-intervention pour ce que l'on appelle les PSIC sabres. Alors les PSIC, ce sont des pelotons de surveillance et d'intervention de la gendarmerie. Il y en a un schématiquement par arrondissement, donc 400 au niveau national. Et sur les 400, nous avons décidé d'en durcir 150 par l'apport de personnel d'active en lieu et place des contractuels et par l'octroi à ces unités d'un matériel plus puissant et d'une protection balistique pour ces personnels. Toujours dans le domaine de l'intervention, élaboration, conjointement avec la police nationale, de schémas zonaux d'intervention. C'est-à-dire que nous avons recensé avec la police nationale sur l'ensemble de la zone quelles étaient nos capacités d'intervention avec des unités spécialisées. Et si acte terroriste il y a, c'est l'unité d'intervention la plus proche du lieu de l'événement qui sera engagée, nonobstant les zones de compétence de la police ou de la gendarmerie. Et enfin, dans le domaine de l'intervention, il a fallu que nous modifions et que nous fassions évoluer notre doctrine et notre usage des armes. On va dire, auparavant, c'est-à-dire il y a encore 2 ans, face à un événement, qui soit terrorisme ou de délinquance, notre réaction, c'était de projeter immédiatement les forces disponibles les plus proches, procéder à un bouclage, engager des négociations pour essayer d'obtenir la reddition des preneurs d'otages ou des terroristes et intervenir, si nécessaire, si la négociation avait échoué. Cette doctrine doit évoluer
pour maintenant intervenir directement pour neutraliser l'adversaire. Et ça, c'est une bascule intellectuelle qui doit s'opérer dans la tête de chaque gendarme. Et en matière d'usage des armes, et on l'a vu encore avec la loi sur la sécurité publique qui vient de changer, nous avons aussi la possibilité maintenant d'ouvrir le feu sur une légitime défense, on va dire un petit peu élargie en matière d'action antiterroriste. Donc voilà pour, très succinctement, puisque mon temps est compté, les évolutions ou les réponses de la gendarmerie face à ce contexte terroriste. J'en viens maintenant à ma deuxième partie sur des réflexions sur des évolutions en cours ou à mes yeux souhaitables. Nous vivons dans un état de droit et nous avons des limites juridiques qui nous sont imposées par cet état de droit. Schématiquement, on peut distinguer 3 temps. Le temps normal, celui que nous avons vécu, je dirais, avant 2015, l'état d'urgence que nous vivons actuellement, et l'état de siège qui est prévu par l'article 36 de la Constitution, qui n'a pas encore été mis, et fort heureusement, en vigueur. Alors, je voudrais citer quelques exemples de ces limitations qui peuvent même apparaître parfois comme des entraves à l'action des forces de l'ordre et de la justice. Prenons un exemple. Sur un contrôle bord de route, voie publique, dans un quartier, dans une cité, ou sur un axe qui peut être utilisé par des délinquants ou des terroristes. Nous n'avons pas la possibilité, contrairement aux douanes, qui obéissent là au code des douanes, qui ont des possibilités supérieures, nous n'avons pas la possibilité, lors de ces contrôles, de procéder à la fouille des véhicules. Donc en police administrative, on demande à l'intéressé s'il veut bien ouvrir son coffre. Et s'il ne veut pas, nous n'avons pas les moyens juridiques pour le contraindre à le faire, puisque nous sommes soit en police administrative, soit en matière pénale sur une enquête préliminaire. Alors nous avons la possibilité d'agir sur réquisition du procureur de la République en vertu du Code de procédure pénale, ou, et c'est le cas maintenant dans le cadre de l'état d'urgence, sous arrêté préfectoral, qui peut prescrire que dans certains lieux, à certains horaires, on peut procéder à tel contrôle, y compris la fouille des véhicules. Sauf que, je l'ai dit tout à l'heure, nous sommes face à un ennemi dissimulé, infiltré, par définition aléatoire. Et on nous demande de cibler des lieux et des horaires de contrôle. Ça me paraît quelque peu antinomique. Et nous sommes encore, à mes yeux, dans une posture traditionnelle qui peut être efficace en matière de délinquance traditionnelle, mais pas forcément efficace en matière de lutte antiterroriste. Autre sujet, le criblage. Alors le criblage, c'est quoi? C'est passer un certain nombre d'individus au crible d'un certain nombre de fichiers. Il y a 2 fichiers sur lesquels nous faisons reposer ce criblage. C'est le FPR, le fichier des personnes recherchées, et le TAJ qui est le traitement des antécédents judiciaires. Il a été convenu, d'un commun accord, qu'un certain nombre de personnels devaient être soumis à un criblage. Je pense en particulier, dans les sociétés de transport public, à des conducteurs, si c'est le terme employé, de TGV. Vous imaginez un terroriste qui aurait entre ses mains un TGV, qui arriverait à 200 à l'heure à la gare de la Part-Dieu. C'est aussi le cas pour tous les gens qui travaillent dans les centrales nucléaires, sur les sites Seveso. Donc tous ces gens-là, on souhaiterait les cribler. Sauf que pour les cribler, on les passe au fichier, mais on ne peut pas prendre, c'est-à-dire le préfet, ne peut pas prendre une décision défavorable à l'encontre de l'intéressé, c'est-à-dire cessation de fonction et mise à la porte, sur la simple consultation de fichiers. Il faut argumenter par une enquête administrative. Et vous imaginez que cribler tous les gens des sociétés de transport public, de centrales nucléaires, de sites Seveso, c'est des centaines de milliers de personnels pour lesquels on ne peut pas, matériellement, se livrer à des enquêtes administratives. Et si une décision préfectorale est prise en la matière, donc de ne pas octroyer à l'intéressé la possibilité d'être aux commandes d'un train ou de rentrer dans une centrale nucléaire, cette décision est susceptible d'appel
devant le tribunal administratif. Et si le préfet n'a pas suffisamment argumenté sa décision, celle-ci sera cassée. D'autres sujets, mais je vois que le temps passe, il va falloir que je coupe dans les virages, mais on y viendra peut-être à l'occasion de vos questions. Le PNR, le Passenger's Name Record, concernant les gens qui vont prendre les avions, c'est un sujet vieux comme le monde, bientôt, aussi vieux que les avions. En France, la réflexion est en cours depuis des décennies. La CNIL nous met quelques entraves, et quand on arrive à être à peu près d'accord avec nous-mêmes en franco-français, c'est l'Europe qui vient nous mettre encore des nouveaux bâtons dans les roues. Donc le Passenger's Name Record n'est pas encore sur les rails, non, dans les airs, qu'on se pose déjà la question de créer le même criblage ou le même PNR, mais cette fois-ci adapté au modèle ferroviaire. Autre sujet sur lesquels on est, à mon sens, en retard, parce que les pays, et notamment les anglo-saxons, sont à des années-lumière devant nous, c'est le développement d'un système centralisé basé sur la lecture automatique des plaques d'immatriculation, qui ont permis notamment aux Anglais de remonter dans les heures qui ont suivi les attentats à Londres sur les terroristes qui étaient en mouvement. Pour l'instant, la France n'a pas encore un tel dispositif pour des difficultés purement juridiques. En matière de contrôle des armes, on va créer très prochainement, enfin, je dirais, le service central des armes et explosifs. Et on va créer, à l'instar de ce qui existe pour les véhicules automobiles, le SIV, le système d'immatriculation des véhicules, on va créer en France le système d'immatriculation des armes, bien évidemment pour les armes légalement détenues. Il faut, en matière de terrorisme, pour pouvoir exercer des poursuites devant les tribunaux, matérialiser l'infraction pénale. Donc cette juridiciarisation est absolument nécessaire. Mais la définition des infractions pénales est strictement contrôlée par le juge constitutionnel. À titre d'exemple, le Conseil constitutionnel a censuré très récemment, le 10 février, le délit de consultation de sites djihadistes. La conséquence immédiate a été qu'un individu qui était incarcéré pour ce fait, un individu de l'Ardèche qui était incarcéré et qui avait été condamné à 2 ans pour ce délit, a été libéré le jour même de la décision du Conseil constitutionnel. Ce Conseil devra aussi se prononcer sur la définition de l'entreprise terroriste individuelle qui est prévue par le Code pénal. Et ce Conseil constitutionnel devra se prononcer parce qu'il est saisi par une transmission par la Cour de cassation d'une question prioritaire de constitutionnalité. Et on doit malheureusement faire le constat que le Conseil constitutionnel est rarement saisi par les parlementaires avant la promulgation des lois sécuritaires. Et c'est une fois que les procédures sont engagées que les textes arrivent devant le Conseil constitutionnel via les QPC. La conséquence de tout ça, c'est une incertitude juridique et une désorganisation de la justice. Donc il faut arriver, dans notre état de droit, à trouver un compromis entre la protection des libertés individuelles et du respect de la vie privée avec la protection de la population et sa sécurité. Et certains vont même jusqu'à dire que la sécurité est la première des libertés. Donc toute la difficulté, c'est pour ça que je n'ai pas les clés, c'est savoir où placer le curseur. Alors il y a un certain nombre de débats politiques, non seulement en France, mais dans la plupart des démocraties européennes, sur un certain nombre de sujets qui rejoignent ceux que j'ai déjà évoqués, ou même d'autres, le récépissé sur les contrôles d'identité, sur l'utilisation par les forces de l'ordre des caméras piétons, sur l'utilisation de la vidéoprotection, sur l'utilisation des drones qui peuvent survoler des propriétés privées, sur l'exploitation des données informatiques qui sont saisies lors des perquisitions administratives qui nous sont permises maintenant dans le cadre de l'état d'urgence. Mais là encore, autre exemple, censure du Conseil constitutionnel le 19 février 2016,
qui n'a pas autorisé l'exploitation des données informatiques saisies, enfin, qui peuvent être sur les disques durs qu'on a saisis lors des perquisitions. Donc le 19 février, en 2016, nous avons effacé toutes les données saisies pour nous conformer à la décision du Conseil constitutionnel. Celle-ci a évolué puisque le législateur, par une loi du 22 juillet 2016, a autorisé l'exploitation de ces données informatiques. Mais celles-ci sont quand même soumises au contrôle strict du juge administratif. Et un exemple, dans l'Allier, l'exploitation des données par la gendarmerie a été interdite par le juge des référés, alors que la personne chez laquelle le disque dur avait été saisi avait donné son accord. Vous voyez jusqu'où on peut aller parfois en matière d'absurdité. Bon, heureusement, celle-ci a été autorisée en appel. Bon, on me glisse un petit bout de papier, il faut que je conclue. Il y a un certain nombre de choses que j'aurais voulu évoquer, mais ça sera peut-être l'objet de vos questions. C'est le renseignement avec les différents acteurs étatiques, donc nationaux, et qui se déclinent ensuite au niveau des régions et des départements. Là, il y a peut-être une rationalisation à apporter. J'aurais voulu également évoquer la complémentarité nécessaire entre les forces de l'ordre et les forces armées. Bon, ça a déjà été évoqué par un intervenant précédent. La complémentarité entre les forces de l'ordre, la sécurité privée, les polices municipales et l'administration pénitentiaire. Et enfin, mais malheureusement le temps m'est compté, évoquer également la prévention de la radicalisation et le processus que l'on essaye de mettre en œuvre, enfin la France, pas les forces de l'ordre, le processus de déradicalisation. Donc vous voyez que les réponses aux défis que constitue le terrorisme ne sont pas toutes faites, mais qu'elles nécessitent des choix sociétaux qui appellent ou qui méritent au moins consensus. Ce sont à mes yeux des choix lourds qui doivent revenir à la représentation nationale en mettant dans la balance le respect des principes de l'état de droit et la garantie de sécurité des citoyens. Je vous remercie. Général, je vous remercie pour votre intervention et je vous prie de m'excuser de vous avoir coupé. Nous allons passer à la dernière intervention de cette table ronde avec le général François Chauvency qui va nous parler de la lutte contre le terrorisme. Quelle structuration et quelle perspective? Merci. Oui, merci. Bon, d'abord, ce n'est pas tout à fait le titre que moi j'avais choisi, donc pour des raisons qu'on m'a expliquées, mais ça reste dans mon sujet, donc ça tombe très bien. En fait, le titre qui va avec, c'est « Que peut apporter l'armée à la guerre contre l'islamisme radical sur le territoire national ?» Ce qui précise un peu mieux les choses, pour plusieurs points de vue. Bon, d'abord, tout ce qui est sécurité intérieure m'a toujours passionné. Moi, j'ai ouvert un blog sur Le Monde en août 2011, où j'écris toutes les semaines, et c'est vraiment le sujet qui m'avait préoccupé déjà à l'époque, alors qu'on ne parlait pas encore d'islamisme radical à ce point sur le territoire national. Deuxième point, le mot terrorisme. Je voudrais quand même préciser que le terrorisme n'est qu'un mode d'action. Ce n'est pas un projet politique. En revanche, il est au service d'un projet politico-religieux aujourd'hui. Donc ce que nous combattons, ce ne sont pas des modes d'action, parce que la guerre contre le terrorisme n'a pas beaucoup de sens. Il me semble d'ailleurs qu'on l'a critiqué à une certaine époque, mais c'est revenu chez nous. En revanche, ce que nous combattons, ce sont les gens qui sont derrière. Donc nous sommes bien dans la contre-propagande islamiste. On parle d'islamisme radical, on parle de Daesh, et puis il y en a qu'on oublie, qui sont les frères musulmans, qui agissent sur le territoire national d'une manière beaucoup plus pacifique, mais beaucoup plus intrusive et subversive. Et on n'a pas parlé de subversion, mais c'est le mot subversion qu'il faut effectivement utiliser, et qui peuvent infiltrer nos structures, notre société, pour la faire changer par le vote, par la loi. Et c'est vrai que l'état de droit dans ces contextes-là peut nous interpeller. Jusqu'à quel moment l'état de droit peut-il être accepté dès lors qu'on va favoriser des gens qui pourraient prendre le pouvoir tout à fait démocratiquement? Je referai une caricature. En 1933, Hitler est arrivé au pouvoir par la démocratie. Serions-nous prêts aussi à accepter un certain nombre de choses de ce type-là demain? C'est juste une réflexion pour ouvrir le débat. Et moi, j'aborderai plutôt ce que je vais évoquer maintenant sous l'aspect approche doctrinale, avec deux parties. Une première partie, un contexte. Une deuxième partie, des propositions pour susciter le débat. Je suis certain que ça fera réagir. Enfin, j'espère. Mais on verra quand je le dirai. Alors, ce que je peux dire aujourd'hui, moi, les événements de 2015 qui ont frappé le territoire national ont rappelé surtout à la classe politique, parce que finalement, on parle un peu de politique depuis tout à l'heure sans vouloir l'énoncer. Mais moi, je dis que la classe politique
est concernée. La population aussi est concernée. Vous comme moi, je crois qu'on a beaucoup parlé depuis tout à l'heure de l'engagement citoyen. Nous avons une génération de la société française qui a complètement ignoré les problèmes que nous subissons aujourd'hui et qui cette génération est en partie responsable du désordre dans lequel nous vivons. Et que finalement, une armée avait encore une utilité dans la défense du territoire et de sa population. Beaucoup avaient fait le pari en 2007, puis en 2012, qu'une armée, notamment de terre, n'était plus vraiment utile, sauf pour des opérations de type corps expéditionnaire, donc à l'étranger et à faible volume. La France ne pouvait pas être menacée réellement sur son territoire. Cette méconnaissance généralisée des menaces à venir, malgré les livres blancs, ces certitudes des stratèges en chambre, l'ignorance d'une classe politique dont les moins de 40 ans n'ont pas connu le service militaire ou n'ont pas connu la guerre, à la différence des présidents Giscard, Mitterrand ou Chirac, ce qui d'ailleurs n'a pas sanctuarisé les armées et leurs capacités, reconnaissons-le. Toutes ces faiblesses intellectuelles et ces aveuglements consentis ont failli effacer les armées du paysage national dans leur rôle de protection de la nation. Seule une menace résolue, qui n'a sans doute pas existé, qui n'a pu exister que grâce à ces aveuglements, a permis aujourd'hui aux armées de retrouver un rôle naturel, traditionnel et historique au service de la République et de la nation. La première mission d'une armée est bien de protéger le territoire national et le peuple, pas forcément les populations de contrées lointaines. Aujourd'hui, sans les théâtres d'opérations extérieures, et surtout l'Afghanistan, depuis les combats de 2008, nous n'aurions pas une armée aussi aguerrie en mesure de protéger la population française. Seule la guerre permet à une armée de se forger, d'apprendre, d'agir avec discernement. Et c'est ce que nous voyons tous les jours avec Sentinelle et nos soldats. C'est aussi grâce aux chefs militaires, au pluriel, qui ont accepté non seulement le risque des pertes au combat dans une société plutôt hédoniste et désarmée moralement, mais aussi accepter de se battre pour limiter la déstructuration des armées et leur permettre de s'entraîner avec un minimum de moyens. Sans entraînement et moyens pour s'entraîner, il ne peut y avoir de victoire. C'est aussi grâce à quelques responsables politiques qui ont eu le courage politique de s'engager dans des guerres, souvent mal comprises, mais auraient-ils pu prendre ce risque sans disposer d'une armée aguerrie et préparée? Nous avons donc une armée aujourd'hui avec des cadres de valeur, aguerris par plus de 15 années de guerre, à la fois de haute intensité en Irak, en Libye ou en Afghanistan, mais aussi de contre-guérilla et de contre-terrorisme en Afghanistan ou dans le Sahel, des expertises transposables sur le territoire national. Alors, dans le contexte, je constate quand même une grande vision décalée de la réalité du monde par les politiques. Je voudrais cependant recadrer le contexte politique qui a précédé ce renouveau d'engagement militaire sur le territoire national. Ainsi, ce colloque sur le thème de la sauvegarde des populations, organisé par le Centre de doctrine d'emploi des forces le 18 décembre 2012 à l'Assemblée nationale. Patricia Adam, présidente de la Commission de la Défense nationale, elle l'est toujours, et des forces armées, estimait à travers ses propos que les forces de sécurité du ministère de l'Intérieur devaient suffire à assurer la protection et la sauvegarde de la population, quelle que soit la crise. C'est des actes publics. Certes, elle rappelait aussi que la France avait évolué d'un dispositif de défense d'une ligne géographique à la défense de la population. Elle considérait donc cette mission comme la plus importante de toutes. Que serait une défense nationale qui n'aurait pas pour objet premier la défense de la population? Rien, disait-elle. Cependant, elle était opposée à une forte implication des armées sur le territoire, au titre de la sécurité intérieure. Donc la protection de la population était peut-être une mission pour les armées, mais laissons-la aux policiers et aux gendarmes. Depuis, Daesh est venu. Et Sentinelle a montré que les armées, y compris par la rénovation des réserves militaires après de longues années de déshérence, étaient incontournables dans une mission qui est l'essence même d'une armée, la protection de la population. Mais l'objet de ce colloque est avant tout de débattre de propositions sur le rôle des armées dans cette lutte contre l'islamisme radical, dans le cadre de mon sujet. Alors, quelques propositions. D'abord, revoir le livre blanc. Et donc préparer le prochain livre blanc. On a pris l'habitude, tous les 5 ans, on change. La réorganisation issue des 2 derniers livres blancs a fait des armées de simples contributrices à la protection des citoyens par le biais des politiques de sécurité intérieure et de sécurité civile. Les armées ne font pas que contribuer. Elles sont le garant de la pérennité de la France. Elles ne sont ni politisées, ni syndiquées, ne se mettent pas en grève, servent en tout temps et en tout lieu. Elles sont surtout l'expression de la communauté nationale, dans sa diversité et dans la volonté de servir avec abnégation. Elles sont totalement légitimes pour agir au titre de la sécurité intérieure en cas de crise importante. Deuxième point, repenser le rôle des armées sur le territoire national.
Une stratégie nouvelle, mais cohérente sur la sécurité intérieure, sans idéologie ni référence historique dépassée, doit répondre aux inquiétudes de nos concitoyens. Le rôle des armées, et en particulier celui de l'armée de terre sur le territoire national, doit être donc repensé. Outre la mise en œuvre de la posture permanente de sécurité, de la participation à la cyberdéfense, au renseignement, débat intéressant, et à la lutte contre le terrorisme, les armées doivent s'impliquer plus dans la sécurité intérieure, surtout si l'on prend en considération le retour de plusieurs centaines de Français djihadistes de Syrie. Une armée est faite pour défendre les citoyens. Les armées sont forces de troisième catégorie, faut-il le rappeler, et représentent une force non négligeable de 10 000 hommes, qu'on commence à connaître, par rapport aux forces de maintien de l'ordre. Et je vais donner un chiffre qui donne à réfléchir. Les capacités de projection intérieure aujourd'hui sont, pour les forces de sécurité intérieure, de 30 000 hommes. Si je ne me trompe pas, à quelques milliers près, 13 000 CRS, 17 000 gendarmes mobiles, soit 30 000. 30 000 pour intervenir dans n'importe quelle banlieue, n'importe quelle zone du territoire national. Si tout le monde était là, ici on pouvait s'organiser. Nous n'aurons pas 30 000 hommes au même moment, au même instant. Ce n'est pas possible. Les 10 000 hommes de l'armée de terre peuvent apporter quelque chose. Mais quand même, ça ne fait que 40 000 en tout pour assurer la sécurité nationale si justement les crises proliféraient au niveau du théâtre national. Troisième point, une stratégie doit être élaborée au niveau des opérations intérieures. Une approche globale de la sécurité intérieure, et le mot a été cité tout à l'heure, mais peut-être pas dans le même sens, est aujourd'hui nécessaire pour imposer une stratégie, donc un but à atteindre, et donc une planification des opérations. À l'image du concept militaire de l'approche globale sur l'état d'opération extérieure, un concept interministériel de l'approche globale sur le territoire national pourrait intégrer et coordonner les différentes capacités de l'État. Et je l'ai entendu tout à l'heure, mais je le reformalise en termes de doctrine, c'est-à-dire mettre ensemble forces de sécurité, forces armées, mais aussi acteurs publics, sinon privés, de l'action sociale et économique, y compris dans un objectif de préserver les cœurs et les esprits de la tentation de l'islamisme radical. Nous sommes dans la contre-propagande, mais si aujourd'hui nous avons des islamistes radicaux, c'est qu'il y a un problème quelque part. Ce n'est pas uniquement parce qu'ils sont allés sur Internet. C'est peut-être qu'on ne leur donne pas les conditions socio-économiques suffisamment intéressantes, suffisamment motivantes pour s'engager pour la patrie, pour la nation. Posons-nous la question si nous ne sommes pas un peu responsables de ce dégât. En fonction des situations, dans une mission de reconquête des zones de non-droit, les armées peuvent assurer, pourquoi pas, une permanence de l'État sur une certaine durée. On peut l'envisager. Nous le faisons bien ailleurs. Nos expériences effectivement militaires dans les engagements récents, notamment au titre des opérations de stabilisation, toute proportion gardée dans l'usage des moyens, mériteraient donc d'être adaptées au territoire national. Par leur attitude envers la population civile, la force mesurée dont elles savent faire preuve, leur entraînement et leur formation, les forces armées permettraient à l'administration, notamment policière, de se réinstaller et donc d'être plus présente à terme. Autre point, nous pourrions envisager d'aller jusqu'à recréer la DOT, la défense opérationnelle du territoire. Peut-on oublier que les armées avaient cette responsabilité de la défense opérationnelle du territoire national avec des effectifs très importants? Mission officiellement abandonnée par un décret signé par le président Chirac en 2007. N'est-ce pas d'ailleurs une preuve de la courte vue de notre personnel politique, quand on voit le résultat aujourd'hui? La DOT peut s'exercer aujourd'hui dans le cadre de l'organisation territoriale interarmée de défense. Elle pourrait surtout faire appel non seulement à la garde nationale qui lui donnerait les ressources humaines nécessaires, puis aussi bien sûr aux réserves, et une sécurité surtout, et c'est ça qui me semble important, sera d'autant mieux assurée que le citoyen, vous, comme d'autres, pourra y contribuer et pourra s'approprier cet élément constitutif, à mon avis, de la citoyenneté, avec pour effet le raffermissement du lien entre le citoyen, les armées et la nation. Un autre point, quel est le rôle social de l'armée contre le djihadisme? Beaucoup d'officiers ont été éduqués à la lumière des écrits du capitaine Lyotet parus en 1891. Ça ne date pas d'hier. Néanmoins, pour ma part, je comprendrais aujourd'hui ce rôle social comme la délégation donnée par la société à une institution organisée et rigoureuse pour resocialiser en dernier recours des jeunes en difficulté et donc contribuer à la lutte contre les dérives salafistes. Les éléments agrégateurs de la société comme l'armée, par le service militaire ou comme l'école, ont disparu ou sont incapables de faire face au sentiment de désagrégation de la nation qui génère même ses propres ennemis, comme en témoignent les Français djihadistes. Les problèmes que rencontre notre société la contraignent à rechercher des solutions pour faire face à cette réalité qui l'inquiète et la laisse désemparée. Par ailleurs, premier recruteur de France, l'armée agit déjà par le recrutement.
Former et éduquer 20 000 jeunes par an n'est pas anodin. Nous savons que les jeunes qui la rejoignent sont bien souvent à la recherche de sens, de repères, d'un métier sans doute, mais finalement aussi de valeurs. Beaucoup d'entre eux les trouveront et pourront agir positivement au sein de la société une fois rendus à la vie civile. Donc, augmentons les effectifs des armées. Un chiffre pour clore ces propositions. Le niveau de confiance porté par les citoyens est significatif, comme en témoigne la 8e vague annuelle du sondage du Cevipof de janvier 2017. Les citoyens sondés, 2000, expriment leur confiance d'abord dans les hôpitaux, 82%, ensuite dans l'armée. Ensuite la police, 78%, ça c'était peut-être avant quelques événements récents, et puis les partis politiques à 11%. Vous pouvez le consulter sur Internet, ça fait 8 ans, et vous voyez, les chiffres se maintiennent. C'était aussi avant les attentats, mais c'est en progression. Je parle des armées, bien entendu. Pour conclure, il s'agit aujourd'hui d'établir un nouveau rapport de force qui vise à imposer légalement l'autorité de l'État avec tous ses moyens, de garantir le fonctionnement des institutions, loin de toute idéologie. L'armée est l'armée de la nation au service de la République. Quant à avoir une société plus ordonnée, une question a été posée pour la première fois dans le cadre du Cevipof en décembre 2014. Si justement, certains souhaitaient que l'armée dirige le pays. Je ne pouvais pas échapper à cela. En 2014, décembre, 12% des sondés souhaitaient que l'armée dirige le pays. 15% en février 2015, 17% en décembre 2015, après les attentats, et toujours 17% en janvier 2017. Bon, rassurons-nous et rassurez-vous, l'armée n'y tient pas. Néanmoins, c'est un signe indicateur intéressant de montrer la société désemparée et ce qu'elle serait prête à accepter pour que l'ordre revienne si l'État d'aujourd'hui et les institutions n'y arrivent pas. J'ai terminé. En général, je vous remercie pour votre intervention. Je vous remercie d'avoir respecté le temps imparti également. Et nous allons pouvoir passer aux questions. N'hésitez pas à lever la main. Oui, j'ai une question. Je suis référent en défense de l'Université Lyon, docteur Lehaut. Ma question porte sur la déradicalisation. Alors, moi, je suis médecin, anesthésiste réanimateur. Je ne connais pas grand-chose, même en psychiatrie. Je voudrais savoir comment on peut déradicaliser. Est-ce qu'il y a des moyens dont l'efficacité est prouvée scientifiquement? C'est une question difficile, je sais. Alors, je ne sais pas si quelqu'un peut répondre. Je ne crois pas que sur la table et autour de moi, les autres conférenciers, il y ait des psychologues ou des psychiatres, parce que je pense que la déradicalisation relève plutôt de ce milieu-là. Ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a une mission d'information sénatoriale intitulée « Désendoctrinement, désembrigadement et réinsertion des djihadistes en Europe », qui a fourni un bilan d'étape très récent. Et le constat est consternant. C'est un échec. Et je reprends les propos de Philippe Bas, qui est le président de la commission des lois du Sénat, qui dit « C'est un fiasco complet, tout est à repenser, tout est à reconstruire ». Aujourd'hui, en France, il existe un seul centre de déradicalisation, qui est à Pontourny, dans l'Indre-et-Loire. Aujourd'hui, il est vide. Les résultats, si l'on peut parler de résultats qui ont été obtenus en matière de déradicalisation, sont consternants. Alors, il est vrai que les associations qui ont été choisies pour, on va dire, encadrer les personnes qui ont été placées dans ce centre ont été faites, on va dire, sous le coup de l'urgence. Les programmes de déradicalisation n'ont pas été suffisamment élaborés par, et j'y reviens, des psychiatres ou des psychologues. Il n'appartient pas aux forces de l'ordre de déradicaliser quelqu'un. D'ailleurs, on n'a pas le savoir-faire. Et est-ce que quelqu'un ici, dans la salle, sait pouvoir dire quand est-ce qu'un individu qui était radicalisé est déradicalisé? La question est éminemment compliquée. Est-ce que l'on doit créer, pour résoudre ce problème, des Guantanamo à la française?
Est-ce que c'est un enfermement perpétuel? Vous voyez qu'on est là sur des choix sociétaux que j'indiquais tout à l'heure, mais je n'ai pas les réponses. Et les forces de l'ordre n'ont pas la réponse. La déradicalisation, ce n'est pas de l'apanage des policiers, des gendarmes ou des sapeurs-pompiers. On est dans le domaine de la psychologie. Et malheureusement, enfin en tout cas pour ma part, je ne peux pas répondre davantage à votre question. Désolé. Merci. Moi, je voudrais ajouter quelque chose. Bon, moi, je travaille dans des groupes concernés par cela. Et puis, je travaille beaucoup sur l'ennemi depuis quelques années. Et l'ennemi islamiste en particulier. Les causes de l'islamisme sont quand même diverses. On parle effectivement de cas particuliers, de cas personnels, de gens désaxés et autres. Sans doute. Mais une grande partie d'entre eux sont des fanatiques. Ils sont au service d'une cause politico-religieuse, avec à l'issue la rédemption et l'au-delà. La question qu'on peut se poser, est-ce qu'on peut déradicaliser des gens comme ça? J'en suis pas certain. Ce week-end, j'ai mis sur mon blog, justement, j'ai défendu l'idée d'un Guantanamo à la française. Ça tombe bien, je ne comptais pas en parler, donc j'en parle. Il y a un moment, effectivement, et je rejoins tout à fait ce que vient de dire le général, notre société est confrontée aujourd'hui à un droit qui n'est plus adapté à la menace. C'est comme ça que je le traduis. Notre société aujourd'hui doit s'adapter à l'ennemi, et le droit doit changer. On a laissé beaucoup de droits, peu de devoirs, parole connue, mais pour lutter quand on a un ennemi fanatique, si on ne peut pas forcément le tuer tout de suite, disons-le aussi clairement, il faut trouver des solutions, et au moins l'isoler. Et je pense qu'un Guantanamo à la française, avec tout ce que ça implique derrière, avec tous les débats qu'on a eus en France, nous y serons contraints un jour ou l'autre, car pour l'instant, effectivement, on n'entend pas de radicaliser, se déradicaliser. On trouve même des gens qui disent qu'ils ont été déradicalisés qui recommencent. Et je crois qu'à un moment, il va falloir trancher. Et c'est un vrai choix de société pour ceux qui vont voter, à un moment ou à un autre, que ce soit cette année, dans 5 ans ou plus tard. Plus la menace sera forte, plus nous serons contraints à faire des choix sur nos libertés. Parce que la liberté de ces individus n'est plus forcément acceptable dans le droit actuel. Et effectivement, l'enfermement à vie, malheureusement, face à des gens pareils, est-ce qu'on peut l'éviter? Je n'en suis pas certain. Bonjour, je suis commandant Rosa de la marine américaine et j'ai une question pour le général Reboul, pardon si j'ai tué votre nom. Vous avez dit que les attentats et les menaces terroristes ne sont pas nouveaux, mais désormais on fait le choix de définir la menace, de la construire d'une manière militaire et non plus juridique. Ce qui augmente son importance, la peur des gens et la réaction militaire occidentale. Si je prends quelques vrais exemples des États-Unis, un homme blanc entre dans une église noire et tue 8 personnes. Un homme entre dans une école avec un fusil et tue 28 personnes. Un homme tue 2 Indiens à Kansas. Un homme à San Bernardino tue 14 personnes dans une entreprise. Qu'est-ce que c'est la différence? La but des terroristes, soit en Algérie pendant les années 50-60 et après 11 septembre, était de provoquer une riposte excessive qui attira plus de la population contre l'État. La peur entraîne une réponse politique qui empire la situation d'interrogation. J'utilise l'exemple de l'interdiction des burkinis sur une trentaine de villes après le 14 juillet. Ça augmente point la sécurité des citoyens sur la plage, mais donne de la propagande. Et pour que la propagande soit efficace, il faut renforcer une connaissance épistémologique culturelle déjà existante. La mauvaise intégration des musulmans en France, soit 10% de la population si je ne me trompe pas, fait partie de ces narratives. Sera-t-il plus pertinent de traiter le problème du terrorisme sur le territoire français comme un acte criminel, retirant la côté idéologique et renforçant les traitements juridiques? Le problème est-il plutôt politique et pas militaire? Et finalement, pour vivre dans un pays en liberté, est-ce qu'il faut accepter que la sécurité absolue n'existe pas? La question est un peu compliquée. Oui, je pense franchement que la sécurité absolue n'existe pas. Ça, je pense que tout le monde est à peu près d'accord avec ça. Ce qui ne veut pas dire qu'il ne faut pas réfléchir pour l'améliorer. La France a été frappée très durement en 2015 puis en 2016. Le pouvoir politique a très rapidement réagi à
cette attaque, puisque c'est le président de la République qui a déclenché l'opération Sentinelle en déclenchant ce que nous on appelle dans le jargon militaire le contrat de 10 000 hommes sur le territoire national. Donc c'était avant tout une réponse politique, avant même d'être une réponse de technique de sécurité ou de moyens de sécurité. Je pense que c'était avant tout une question de politique, un geste politique fort, ce qui n'empêche pas le fait que l'apport des armées était évidemment non négligeable. D'ailleurs, ça dure toujours aujourd'hui. Mais moi, je suis vraiment persuadé, j'ai essayé de le dire tout à l'heure dans mon intervention, je suis vraiment persuadé que la réponse sécuritaire, qu'elle soit militaire ou de gendarmerie ou de police, ne suffira jamais. Jamais. Donc on peut à l'infini rajouter des moyens, c'est pas ça qui fera que la menace disparaîtra. Je crois, depuis ce matin, on emploie le mot d'approche globale. Bon, voilà, l'approche globale, c'est tout le monde est concerné, nous sommes concernés, vous êtes concernés. Qu'avez-vous fait, vous-même, qu'avez-vous fait pour éviter que nos jeunes se radicalisent? Qu'est-ce que moi j'ai fait personnellement? Et c'est pour ça que les armées s'engagent aussi, au-delà de la réponse sécuritaire ou des forces armées, etc., s'engagent aussi dans l'éducation à la citoyenneté. C'est fondamental. On vient d'avoir la question sur la déradicalisation. Franchement, la réponse est très difficile. Et puis, on voit tout de suite que les solutions envisagées pourraient être considérées par certains, sont considérées par certains comme totalement extrémistes. Moi, je ne porte pas de jugement de valeur. Mais moi, je dis, aujourd'hui, il faut faire un grand effort vers la jeunesse. Un grand effort national vers la jeunesse. C'est ça l'avenir, de toute manière. Ceux qui sont radicalisés aujourd'hui, je ne sais pas, comme l'a dit l'intervenant qui est à droite de cette table, je ne sais pas si on arrivera à les sortir un jour de l'ornière dans laquelle ils se sont mis eux-mêmes ou dans laquelle ils ont été entraînés par ignorance ou par faiblesse. Mais voilà, je crois que le vrai sujet, c'est l'éducation à la citoyenneté de nos jeunes en France. Et on est terriblement concernés. Encore une fois, je le répète, la France est le premier pays occidental en nombre de combattants étrangers envoyés vers Daesh, quoi. C'est quand même très inquiétant. Donc moi, je crois fondamentalement qu'il faut qu'on se réveille là-dedans. Et ce n'est pas le ministère de l'Intérieur ni le ministère de la Défense qui sont les primo-intervenants. Voilà, il y en a d'autres avant nous. Mais nous, on est prêts, en tous les cas, à mettre la main à la pâte et à aider dans la mesure du possible. Voilà. Je vous ai cité quelques initiatives qu'on a lancées, voilà, en toute transparence. Hein, d'ailleurs, le service militaire volontaire que j'ai évoqué très rapidement, c'est le président de la République qui nous l'a demandé en janvier 2015. Vous voyez. Donc très rapidement, il y a eu ces attaques terroristes, et très rapidement, le pouvoir politique s'est dit oui, mais il n'y a pas que la réponse sécuritaire. Il y a aussi qu'est-ce qu'on fait envers cette jeunesse en difficulté. En difficulté, voilà, on connaît bien, malheureusement, je crois qu'on connaît beaucoup de causes, on connaît beaucoup de choses. Hein. La France est un État dans lequel les services de renseignement, malgré tout, fonctionnent quand même assez bien. On connaît beaucoup de choses sur l'état de notre pays. Les forces de sécurité intérieure sont quand même très très bien renseignées, très bien organisées. Voilà. Mais moi, je crois que voilà, on n'échappera pas à un grand effort vis-à-vis de notre jeunesse et qui n'est pas d'abord sécuritaire. Moi, je voudrais juste rajouter une chose, mais je ne suis pas certain d'avoir bien compris la question également. Vous demandiez, je crois, est-ce que la réponse doit être plus politique ou militaire ou juridique? Et pour moi, elle doit être les trois à la fois. L'un ne peut pas dissocier les autres. Est-ce que je peux me permettre d'apporter un petit éclairage? Parce que cette question du bon équilibre entre liberté d'un côté
et pour des raisons de sécurité, une certaine forme d'étouffement de certaines conditions de liberté. C'est finalement un débat qui est typiquement celui de nos démocraties. Quel équilibre donner entre liberté et puis action sécuritaire pour lutter contre la menace terroriste? On voit bien que ce débat, aujourd'hui, il est vraiment au fond de notre société à travers la question du maintien ou pas de l'état d'urgence. Alors vous avez des gens qui, tout autant crédibles d'un côté que de l'autre, disent d'un côté, bon, ça ne sert plus à rien et c'est inutilement des privations de liberté ou une forme de trop grande marge de manœuvre donnée à des services qui n'ont pas besoin de ça parce qu'on se rend compte que le résultat n'est pas à la hauteur des espérances, et puis d'autres qui disent que c'est un moyen effectivement d'aller frapper et neutraliser ceux qui préparent des attentats terroristes. Donc je ne suis pas certain que les réponses elles soient tout à fait comme ça, blanches ou noires. Par exemple, Guantanamo, dans la population américaine, le débat est celui de savoir si Guantanamo a été utile et continue à l'être ou pas. Donc je ne suis pas certain, pour ce qui me concerne, je m'oppose un petit peu à ce qui a été dit tout à l'heure, que la solution de Guantanamo, ce soit la solution miracle qui demain va nous délivrer un peu de ça. Moi je crois un peu à ce qui a été dit juste avant, c'est-à-dire le fait de prendre en compte le problème à l'origine. Et donc, comment est-ce qu'on en est arrivé, non pas au terrorisme, mais aux causes du terrorisme, et comment est-ce que, à travers probablement des choses que nous avons collectivement manquées, nous, adultes de notre génération, on peut, à travers l'éducation, à travers la culture, à travers la formation, à travers je ne sais quoi, probablement éviter qu'à l'origine, le terrorisme n'arrive parce que les gens ont été endoctrinés dans des conditions qui nous ont échappé et que n'a pas su maîtriser. Donc je pense que c'est plutôt dans ce volet qui est celui de la formation, de l'anticipation, de l'accompagnement des jeunes. Je vous prends un exemple, et je suis bien sûr tout à fait convaincu que ce qui est engagé par nos forces militaires, c'est de nature à cadrer des jeunes qui sont parfois en perdition. Je vous prends un autre exemple, et il y en a plein à citer. Par exemple, dans le monde de la sécurité civile, vous avez des petites structures qu'on appelle des sections de jeunes sapeurs-pompiers. Ça veut dire que dans une petite caserne où il y a 20, 30 pompiers, vous avez 10, 15, 20 jeunes qui sont des jeunes du village, de la petite commune, que l'on prend, à qui on fait faire du sport, à qui on montre ce que sont les institutions, la citoyenneté, etc., et que l'on occupe. Et bien, pendant qu'ils font ça, ils apprennent des choses qui demain peut-être leur permettront de grandir un peu mieux que s'ils étaient livrés dans la rue à je ne sais quel type de fréquentation. Moi, je crois beaucoup à ça. Si chacun de nos adultes, des adultes que nous sommes, de nos structures, on pouvait accompagner comme ça une partie de la jeunesse, peut-être que voilà, on évitera que dans 10 ans, dans 15 ans, la situation soit empirée. Mais ce n'est pas un sujet facile, j'en conviens. Précision, comme j'ai pas posé militaire politique, c'était le langage qu'on utilise. Ici, on parle de notre jeunesse, notre avenir, des citoyens français, d'un côté. De l'autre côté, on parle d'un ennemi, des combats, de la guerre. C'est l'évocation des mots qui portent une essence, qui portent je suis nul en français, mais bon, c'est plutôt que la manière dont nous traitons les mots change le regard et perspective de nos citoyens. Et si on souhaite intégrer les gens, il faut dire, voilà, vous êtes l'avenir, il faut qu'ils nous donnent un futur dans la France, et soit qu'ils traitent des gens dans la rue, maghrébins, peut-être dans un ennemi, un combattant. Et c'est langage que j'ai. C'est partie de cette question. Vous avez une question? Bonjour. Alors, ma question s'adresse prioritairement au général de Chauvency. Donc, au-delà de toutes les propositions que vous avez faites pour améliorer la lutte contre le terrorisme au sein du territoire, pensez-vous qu'en parallèle, une réforme du droit serait pertinente, voire nécessaire, et ce notamment au niveau des statuts des acteurs, que ce soit les militaires, notamment du programme Sentinelle, qui pourraient, comme vous l'avez proposé, intervenir de façon plus large, je dirais, dans certaines zones de non-droit, ou de celle des radicalisés, des radicalisés français, qui, au-delà de leur radicalisation qui revêtent du domaine religieux, se rendent coupables en fait du crime de trahison, voire haute trahison. Merci. Je ne suis pas juriste, donc je vais dire forcément des âneries.
Moi, j'ai une tendance à dire que le droit est au service de la société, pas l'inverse. Donc, que le droit, ça doit adapter à nos problèmes. On ne peut pas remettre effectivement en cause tout le système juridique que nous avons, qui a été construit depuis des siècles. Je pense tout de suite des juristes me reprendraient en disant ce n'est pas possible. Je pense quand même qu'il y a une réforme du droit à faire. Les grands principes, c'est bien, mais la vie au quotidien, c'est pas mal non plus. Et aujourd'hui, pour moi, il y a un hiatus entre les deux. C'est bien d'avoir des grands principes. Si on n'est pas capable de les faire appliquer, de toute façon, ça explosera. Que ce soit virtuel ou physique. Donc, il va bien falloir faire un choix à un moment ou à un autre. Maintenant, il faut le faire avec modération. Il faut le faire progressivement. Alors, je ne vais pas reprendre les termes qui viennent d'être contestés, guerre, ennemi et autres. Je prends pas en termes de contre-propagande sur ce que ça signifie. Quand on dit que quelqu'un est un ennemi, on le combat. Là, on revient au problème de l'armée sur le territoire national. Effectivement, l'armée, et ça a été dit d'ailleurs tout à l'heure, il a un ennemi. Et il est délicat aujourd'hui de dire que sur le territoire national, nous avons un ennemi intérieur, terme utilisé par Manuel Valls, c'était le premier à l'utiliser, qui, moi, m'a un peu surpris. Parce que dire qu'on a un ennemi intérieur, ça va très loin. Alors maintenant, sur les statuts des acteurs. Moi, je persiste ici en disant que les armées doivent avoir un nouveau rôle. Ou du moins, un rôle élargi. Ça ne veut pas dire un nouveau rôle. L'armée, dans son essence, depuis sa création, a toujours pour objet de défendre le territoire national et la population. Donc, le rôle n'a pas changé. Ce qu'on pourrait reprocher dans les 2 livres blancs qui ont été faits, c'est qu'on a beaucoup parlé de protection, de fonctions stratégiques. La protection, quand vous regardez ce qu'il y a dedans, quand vous le lisez bien, il n'y a rien. Parce qu'on ne voulait pas. Et on parle d'ennemi. Je peux vous démontrer que la notion d'ennemi islamiste radical, qui avait été prévue par la délégation d'affaires stratégiques à l'époque, en 2012, avant le livre blanc de 2013, a été complètement effacée dans le livre blanc de 2013. Il y a une volonté politique. Il y a eu une volonté politique de ne pas parler de cela. C'est public, c'est lisible. Voilà, donc il faut bien le savoir. Alors maintenant, l'armée n'est pas là pour remplacer tous les services. Et je reviens à ce qui a été dit plusieurs fois, je crois qu'on en a tous conscience. Nous devons avoir une approche globale, et moi je ne la prends pas dans un terme de politique. L'approche globale fait partie chez nous de textes doctrinaux qui disent comment on fait. Il y a des méthodes, des modes d'action, et tous les services de l'État, sinon même des associations, peuvent être associés à cela. On a parlé de déradicalisation, mais c'est un échec. C'est un échec aussi parce que des gens se sont mis sur un créneau qui leur apportait de l'argent. Ensuite, il y a une méconnaissance totale de l'islamiste radical. Qui connaît bien l'islam et l'islamisme radical pour en parler avec intelligence aujourd'hui? C'est incroyable le nombre d'experts que nous avons depuis 2 ans du jour au lendemain. Il y a tellement d'experts que finalement on ne sait plus quoi en faire. Et où est la vérité? Peut-être que l'État aurait dû s'intéresser à la question, à avoir des services adaptés à cela, qui s'intéressent à la question. Et je crois aussi que l'État a beaucoup péché depuis des années sur le refus de voir où était l'ennemi, parce que ça gênait. Donc on n'étudie pas, on ne sait pas, et un jour on découvre qu'il est là. Que faisons-nous? Et maintenant on est en situation de dire la sécurité publique est menacée, l'état de droit peut essayer de menacer à terme, le droit, est-ce qu'il est bien adapté? Moi, c'est la question que je pose. Alors, je ne pense pas que j'ai forcément la bonne réponse. J'ai soulevé ces questions-là pour qu'on réfléchisse sur cela. On n'est pas en voie vers la dictature, oserais-je dire, hein, parce que c'est un peu ça, finalement. Changer le droit peut aller très loin. En revanche, on doit se réarmer moralement, et je pense aussi qu'on doit se réarmer juridiquement. On a parlé de l'état d'urgence très peu. Je ne suis pas un expert de l'état d'urgence. Vu ce que j'en ai lu quand même, j'ai quelques idées. Je crois qu'il m'a semblé avoir compris que l'état d'urgence permet au moins aux policiers et aux gendarmes d'agir comme ils l'entendent, alors qu'auparavant, s'ils n'avaient pas l'état d'urgence, ils ne pouvaient pas faire comme ils voulaient. En gros, je simplifie. Hein. Je ne suis pas juriste, moi, je ne suis pas gendarme. Bon. Mais c'est un peu ça. L'état d'urgence permet de donner, finalement, la possibilité d'agir complètement. Il y a quand même un problème. Pourquoi doit-on être en état d'urgence pour faire appliquer la loi? Moi, ça me pose un problème en tant que citoyen. Je ne suis pas expert, mais je pose la question. Pourquoi? Donc je pense qu'il y a des évolutions à faire, sans préjuger de la forme qu'elle pourrait prendre. J'espère avoir répondu à votre question.